Donc, je me présente, je m'appelle Justine Bolsen, je travaille au Centre d'action laïque au sein de la cellule études et stratégies. Comme vous le savez peut-être déjà, et sinon je vous l'apprends, aujourd'hui c'est un midi pile, et donc ces midi piles en fait c'est des rencontres où on propose que les parlementaires et la société civile se rencontrent autour de sujets de société. Aujourd'hui, on parlera des prisons et en décembre, il y a 2 rencontres sur la question de la criminalisation de la drogue le 7 décembre et le 14 décembre, on parlera de l'inscription de la laïcité dans la Constitution. Alors, autour de la table aujourd'hui, 5 représentants, merci d'être présents aujourd'hui. Alors, on a Tanguy Loumba, pour ne pas te tromper, avocat et conseiller communal pour les engagés de la ville de Charleroi. Parfait. Et attaché parlementaire, c'est vrai. Claire Hugon, députée fédérale écolo. Nabil Boukili, députée fédérale PTB. Sophie Rohoni va nous rejoindre, elle représente DEFI. Et Khalil Awasti, député fédéral PS. Alors, le débat, vous le savez, j'imagine, porte sur le futur de nos prisons. Alors, aujourd'hui, on compte 11 600 détenus pour environ 10 400 places. Le calcul est vite fait. On est face à une surpopulation carcérale endémique et structurelle. Les derniers chiffres nous placent 4e parmi les pays européens, derrière la Roumanie, Chypre et la France, avec plus ou moins 11% de surpopulation. Alors c'est 11% en moyenne. Il y a certaines prisons où les chiffres vont exploser. Alors, le comité des ministres du Conseil de l'Europe exhorte la Belgique de répondre à cette question de surpopulation carcérale et aux conditions de détention inadéquates. Ça, c'était il y a quelques semaines. Pour vous donner une idée, en août 2023, on avait 140 détenus qui dormaient sur des matelas au sol. Mais ce n'est pas tout. Le nombre de personnes internées en prison augmente sans cesse. Le parc carcéral ne fait que s'étendre. Il a doublé depuis les années 80 avec des projets comme des maxi-prisons. Et la dernière en date, c'est à Aron, qui a ouvert il y a 1 an. Les offres d'activité et de travail sont également inférieures à la demande. On a un taux de récidive qui est assez élevé. On a des conditions de santé qui sont très mauvaises. Donc voilà, ces constats ne sont pas nouveaux. La situation carcérale, la situation en prison inquiète et beaucoup parlent d'inertie. Ce sentiment est à l'origine de la thématique de la 10e année des Journées nationales de la prison, de la 10e édition des Journées nationales de la prison, qui sont en train de se dérouler, qui ont commencé la semaine dernière et qui se terminent ce dimanche. Et donc le thème c'est 10 ans ferme, rien n'a changé. Et donc voilà, après cette introduction et ces constats, je vais laisser la parole à Marion Guémas, qui travaille pour l'ASBL iCare et qui nous a aidé à co-organiser ce débat. Et puis on laissera du coup la parole aux parlementaires. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Marion Guémas, je suis coordinatrice plaidoyer et recherche pour l'ASBL iCare, qui, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, est une association qui travaille sur les questions d'accès aux soins et promotion de la santé en milieu carcéral. Et donc on remercie vivement lequel nous a proposé de participer à cette journée. Donc on a préparé quelques questions pour nos députés. Pour que tout le monde ait le temps de répondre, l'idée c'est que vous ayez à peu près 3 minutes sur chaque question, et puis voilà, les uns après les autres, pour présenter un petit peu vos positions, les travaux qui ont déjà été engagés, et ce que vous souhaitez mettre en place à l'avenir pour remédier aux nombreux problèmes que Justine a énumérés. Alors peut-être pour commencer, si vous deviez déterminer 3 priorités de vos partis en matière relative aux prisons, lesquelles seraient-elles? Voilà, je vous laisse peut-être commencer. Bonjour à tous. Avant de répondre, moi je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'avec les engagés, on vient de sortir un grand plan sur la justice et la sécurité. C'est une de nos 4 priorités et c'est un des 4 points sur lesquels on entend vraiment s'investir à l'avenir. Et dans celui-ci, on retrouve quand même un volet important qui concerne le milieu carcéral. Et donc vous dire que c'est une priorité et c'est pas un point qui est relégué à l'intérieur de notre programme. Alors, si je dois penser à 3 priorités, celle qui me paraît la plus évidente, c'est arriver enfin à un changement de paradigme
vis-à-vis des prisons, parce que là, pour le moment, on est toujours dans du tout à la prison. Alors, il y a des travaux qui sont en cours au niveau du code pénal pour dire, ben voilà, la prison doit être l'ultime recours. Évidemment, nous, on est tout à fait en phase avec cette vision-là, mais il faut qu'elle devienne une réalité. Alors, devenir une réalité, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, nous, à ce niveau-là, ce qu'on envisage pour promouvoir le recours aux peines alternatives, donc comme peine de travail, la probation, c'est notamment un renforcement des assistants de justice. Donc, à l'heure actuelle, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a 624 assistants de justice. Ils sont complètement débordés. On vous le disait, moi, je suis également avocat. Récemment, on demandait à Namur pour avoir un rapport sur une faisabilité d'une peine de travail. Et la réponse de la maison de justice était « c'est impossible. Impossible de vous répondre. On est débordé. On n'a pas cette possibilité-là. » Et donc, nous, on se retrouve avec, évidemment, les juges confrontés à cette difficulté de ne pas pouvoir répondre. Et je pense que en renforçant les assistants de justice, on permet d'avoir effectivement un suivi pour ces peines de travail, pour ces peines de probation. On permet aussi de faciliter la surveillance électronique parce qu'il y a l'exécution des peines après la condamnation, mais il y a aussi toute la question de la détention préventive. On le rappelait tout à l'heure, on tourne entre 30 et 40 à la grosse touche de personnes dans nos prisons qui sont en détention préventive. C'est un vrai problème et il faut pouvoir offrir d'autres possibilités que le recours à la prison. Alors donc, il y a cette possibilité de recourir plus aux assistants de justice, je vous l'ai dit. Nous, on voudrait bien mettre en place au niveau des maisons de justice aussi des permanences en soirée, la nuit, les week-ends, afin que quand un juge d'instruction est confronté à une personne, il ait directement la possibilité de contacter la maison de justice afin de pouvoir mettre en place directement ces mesures plutôt qu'envoyer la personne en prison. Ça, c'est une demande qui nous a été formulée par des juges d'instruction. Donc ça, c'est une alternative aussi, évidemment. Il y a la volonté de pouvoir créer des lieux pour accueillir les personnes qui sont aussi auteurs de violences conjugales, pour pouvoir permettre qu'ils soient éloignés de leur milieu et pas mis en contact avec les victimes. Et il y a aussi toute une volonté de travailler sur le traitement de la toxicomanie, parce qu'on sait que ça aussi, ça représente une proportion importante de nos détenus. Et donc, on est favorable à un élargissement, à une expansion des chambres de traitement de la toxicomanie qui permettent de vraiment avoir un accompagnement régulier des personnes qui souffrent de toxicomanie. Alors, ça, c'est tout ce qu'on veut faire, évidemment, pour éviter, finalement, la prison, parce que c'est vraiment un de nos grands enjeux en Belgique à l'heure actuelle, c'est cette surpopulation. Mais par rapport, et j'en viens à une deuxième priorité, à ce qui se passe dans les prisons, il y a toute la question de l'accompagnement des détenus en matière de réinsertion. Ça doit être évidemment une pierre angulaire du travail au sein des prisons, cette capacité d'accompagner les personnes, parce que quand on voit qu'on a un taux de récidive de 60%, qu'on a un détenu sur 4 qui, dans les 2 ans, recommet des nouveaux faits, c'est un terrible constat d'échec. C'est un terrible constat d'échec. Et pour notre société, ça représente aussi un défi parce qu'il y a la situation personnelle de chacun des détenus qui pourrait voir sa vie, évidemment, s'orienter dans une meilleure direction s'il y avait un accompagnement qui était adéquat. Mais aussi, pour la société, ça représente un coût, ça représente des victimes supplémentaires. Et donc, je pense que ça doit être un deuxième grand point, donc l'accompagnement, la réinsertion. Et si je dois fixer une troisième priorité, mais bon, voilà, c'est un peu fait de manière aléatoire en fonction de la question, mais ce sont vraiment des points qui sont importants pour nous. Il y a l'état des infrastructures, l'état des soins de santé, mais je pense qu'on aura encore l'occasion d'aborder ce point-là plus en détail. Mais ça, je pense que c'est aussi un élément qui doit être pris en compte et sur lequel nous, évidemment, on entend insister. Donc ça, ce sont des éléments, je ne les sors pas d'un chapeau, c'est des éléments sur lesquels on a aussi travaillé ces derniers mois. Depuis plus d'un an, on a fait une centaine de rencontres pour préparer ce plan justice-sécurité. Donc je vous invite vraiment à aller le consulter, il est sur notre site et on entend mettre les moyens, parce qu'il y a aussi cette question-là, évidemment, on entend vraiment mettre les moyens nécessaires pour ces problématiques-là. Voilà. Merci beaucoup. Même question à Claire quand je me permets très facilement de suivre l'ordre de la table. Très bien, merci Marion.
Donc la question, le débat était posé autour du futur des prisons. Et donc moi, avant, je vais aussi un peu tricher avant de dire des priorités plus précises, mais je voulais quand même poser la question de façon plus large. C'est que, pour moi, idéalement, dans le futur, il n'y aurait pas de prison. Donc voilà, comme ça, c'est déjà posé. Accepter qu'on doit trouver des façons d'améliorer le système carcéral, pour moi, c'est toujours un peu douloureux parce que ça veut aussi dire qu'on maintient ce système en faisant des améliorations à la marge, mais quelque part, on ne le remet pas en question de façon plus fondamentale. Ce qui est, moi, mon horizon, ce qui est l'horizon des écologistes. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas vraiment un consensus politique en Belgique pour faire un basculement total hors du modèle carcéral et plus largement pénal, qui pour moi est en fait une réponse violente à des comportements qui sont jugés violents ou dérangeants pour la société. Voilà, moi je pense vraiment que cette réponse-là, sur le principe même, est quelque chose qu'on doit pouvoir remettre en question, d'autant plus quand on voit qui est en prison. Moi, j'ai souvent l'occasion d'aller faire des visites en prison dans le cadre de mon travail, et c'est réellement désespérant de voir à quel point la prison à la fois prolonge, mais aussi amplifie terriblement les inégalités sociales qu'on retrouve ailleurs dans la société. Et donc voilà, se dire qu'en prison, c'est des pauvres et des étrangers, c'est tellement désespérant, je trouve, par rapport à l'idée que la justice doit être la même pour tout le monde. Voilà, ça c'était un peu le préalable que je voulais poser par rapport au fait que malgré cela, en effet, on a des priorités pour améliorer, je dirais, la situation en prison, puisque les prisons ne sont sans doute pas amenées à disparaître d'ici demain. La première, c'est tout à fait logique par rapport à ce que je viens de dire, c'est d'arrêter l'inflation carcérale, d'arrêter d'élargir le filet pénal, arrêter d'ouvrir de nouvelles places. Quand on en construit, on les remplit. C'est quelque chose qu'on a pu vérifier maintes fois par le passé, et ça continue à être le cas. On vient de construire une énorme prison qui est déjà remplie. On renvoie des gens à Saint-Gilles qu'on devait fermer. Voilà, tout ça, c'est quelque chose à quoi on voudrait répondre. Je pense qu'il y aura une question plus spécifique sur la surpopulation. Donc voilà, sinon je pourrais apporter plus d'éléments par rapport à la surpopulation, parce qu'effectivement, je pense qu'un des axes importants, c'est de dépénaliser certaines choses. En effet, dans le cadre du code pénal, on est en train de tâcher de mettre fin au tout à la prison. C'est quelque chose qu'on dit depuis très longtemps. Les gens ne nous croient plus quand on le dit. Ici, dans la réforme du code pénal qu'on est en train de discuter, il y a réellement des éléments qui montrent qu'on veut aller dans le sens de pas le recours aussi systématique qu'avant à la prison. Il y aura des infractions auxquelles ne pourront plus être attachées une peine de prison. Les peines de moins de 6 mois ne seront plus prononcées. D'autres éléments sur lesquels on pourra peut-être revenir montrent qu'il y a quand même une volonté d'aller un peu dans un sens différent. Mais malgré tout, on doit aussi, nous, se regarder dans la glace, parce que quand nous déposons des propositions de loi en commission de la justice, c'est de façon majoritaire des propositions qui visent à créer des nouvelles infractions. Et donc, à un moment, je pense que nous aussi, on doit chacun se demander la responsabilité qu'on a dans l'infraction pénale. Il y a un réflexe de se dire que pour que le monde extérieur à la politique, que la société se dise on prend un sujet au sérieux, alors on va créer une infraction pénale ou on va augmenter les peines. Je trouve que c'est un réflexe qui est un peu paresseux et qu'on doit prendre la peine d'expliquer à quel point c'est rarement la bonne idée, et en tout cas certainement pas la seule bonne idée. Donc voilà, il y a vraiment un côté pédagogique à faire, et ça a été mentionné, la question de la toxicomanie et des stupéfiants. Le Conseil de l'Europe a indiqué qu'il y a plus d'1 détenu sur 2 dans les prisons belges qui sont emprisonnés pour des faits liés à la drogue. Alors, de deux choses l'une, soit c'est des grands criminels qui sont des trafiquants, qui sont dans des réseaux, et à ce moment-là, il y a en général d'autres infractions associées, de la grande criminalité économique et financière, de la violence envers les personnes, que sais-je. Donc il y a moyen que ces gens arrivent à être punis par d'autres façons que réellement la consommation de drogue, en tout cas. Et le fait d'emprisonner des gens qui consomment de la drogue, c'est criminaliser des symptômes d'une maladie. Quand on comprend ce que c'est la consommation de drogue et l'addiction à une drogue, on se rend compte que ces gens n'ont rien à faire en prison. Donc vraiment, moi, la dépénalisation
assez poussée de la consommation et des faits à petite échelle liés à la drogue, c'est quelque chose qui me paraît vraiment répondre de façon assez importante aux enjeux, d'autant que la façon dont les personnes qui souffrent d'une addiction à des substances sont prises en charge en prison est tout à fait lacunaire, donc ça n'aide pas non plus. Nous avons aussi un axe important pour la prise, je vais aller plus vite, pour la prise en considération des spécificités de certains groupes qui sont minoritaires ou plus vulnérables en prison. Et là, je me permets de faire référence à une proposition de résolution que j'ai déposée, que j'ai préparée avec beaucoup de personnes de la société civile, dont certaines sont là aujourd'hui, pour mieux comprendre les besoins et les réalités des femmes qui sont incarcérées. Et la dernière chose, c'est qu'on a vraiment une priorité pour assurer le respect des droits fondamentaux des détenus, y compris par exemple leur droit de sécurité sociale. C'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de discuter lors d'un événement à Andenne, à la prison d'Andenne, il y a 2 semaines, je pense, où plusieurs personnes que je vois ici étaient présentes aussi. En fait, les droits de sécurité sociale des détenus sont tout à fait... Enfin, les détenus sont fortement discriminés, j'ai envie d'utiliser le mot, par rapport à la société en général, que ça soit des questions de droit au chômage, de droit à la pension, d'indemnisation des accidents du travail. Il y a des réelles différences qui ne sont pas justifiées entre les détenus et le reste de la population, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on voudrait travailler. Ça aide aussi le moment de la sortie de prison. Si ces gens ont conservé des droits sociaux, ça permet que la sortie soit moins brutale. Voilà, pardon pour le dépassement. Merci. Mais c'est bien, vous avez tous beaucoup de bonnes idées, donc c'est bien. Monsieur Nabil Boukili. Je rejoins un peu beaucoup de choses qui ont été dites ici, et notamment pour nous, une des premières priorités, c'est de diminuer la surpopulation carcérale, qui, comme vous l'avez dit, on est le 4e pays en Europe, et c'est un vrai problème dans le fait de préserver les droits des détenus, mais aussi les conditions de travail des agents, et que ça ne permet pas d'avoir un cadre dans lequel on peut imaginer ou envisager une réinsertion en fait, dans la société. Donc la question de la surpopulation est vraiment prioritaire, et on ne va pas la régler en créant des nouvelles places. En fait, il faut plutôt diminuer le nombre de détenus, mais pas en créant des nouvelles places. Et ça m'amène à une deuxième priorité, c'est aussi c'est la manière avec laquelle on juge les personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en prison qui n'ont pas lieu qui ne devraient pas y être. Par contre, il y en a qui n'y sont pas et qui devraient y être. Et là, on est face à un problème qui est une des priorités pour nous, c'est toute la question de la justice de classe, en fait. L'Observatoire des prisons, il nous dit que la prison, c'est la peine des pauvres, et ça se vérifie dans la réalité. On peut être emprisonné pour un vol de nourriture, un paquet de pâtes ou un steak, mais par contre, on peut frauder le fisc et être en liberté sans sortir avec une transaction pénale, ou bien être responsable du meurtre d'un jeune et s'en sortir parce qu'on a une origine sociale qui va faire en sorte que les juges vont être plus cléments, comme dans l'affaire de Sandadia. Donc c'est aussi répondre à cette question de justice de classe. Je pense que ça va aussi répondre au nombre de personnes qu'on a en prison et qui ne devraient pas y être. Et une troisième priorité, c'est de changer un peu l'approche par rapport à la criminalité, aussi la question du code pénal, où, par exemple, des crimes les plus graves, comme j'ai dit, comme la fraude fiscale, les violences sexuelles, la criminalité organisée, ainsi de suite, ils doivent être sévèrement punis. Mais par contre, il y a des crimes, des délits qui ne devraient pas être punis par la prison, mais par des réponses, on va dire, sociales ou une justice réparatrice. Notamment, par exemple, les vols à l'étalage, les petits délits doivent être réglés autrement que par la peine de prison, parce que quand on envoie des personnes en prison pour des petits délits, en fait, on fabrique des criminels de demain. Parce que c'est une école de la criminalité, la prison, et en fait, on ne fait qu'augmenter le taux de criminalité dans notre pays au lieu de le résoudre. Et donc, il faut revoir, ça c'est la troisième priorité, revoir en fait l'ensemble de notre code pénal et la question des peines et notamment des infractions. Et peut-être que certaines infractions ne devraient plus s'y retrouver. Et ça nous permettrait d'avoir en fait une politique globale qui aura
pour objectif de diminuer la surpopulation carcérale, répondre à une justice de classe, qu'on soit tous égaux devant la justice, avoir un code pénal où la prison soit le dernier recours à part pour les crimes les plus graves, et ne pas construire des nouvelles places en prison, mais voir quelle politique on peut mener pour diminuer le nombre de prisonniers dans nos prisons. Donc voilà, ça c'est pour les 3 priorités. Je crois que j'ai respecté les 3 minutes. Oui, j'allais vous féliciter pour votre concision. Merci beaucoup, M. Bouguili. Madame Sophie Rogny, à vous. Bonjour à tous. Je voulais excuser mon arrivée un peu chamboulée tout à l'heure. Je reviens de la projection du massacre du 7 octobre par le Hamas qui avait lieu il y a quelques minutes avant mon arrivée, donc je suis un peu bouleversée, vous comprendrez pourquoi. Et donc justement, j'ai mal en mon humanité, mais c'est justement notre humanité qui me fait penser qu'on doit absolument s'attaquer à la problématique de la politique carcérale et la manière dont finalement nos détenus sont traités. C'est finalement ça qui me motive et qui me motive depuis de longues années. Vous savez qu'avant de travailler au Parlement, j'étais juriste au Centre d'action laïque, et déjà à ce moment-là, j'avais à cœur de travailler sur la question de la politique carcérale, notamment parce qu'il y a des conseillers moraux qui font un formidable travail de soutien aux détenus. Et donc c'est finalement cette humanité qu'on tente tant bien que mal d'apporter en prison, et aussi de sortir finalement le politique de cette démocratie. Comme le disaient très justement mes collègues, le politique a trop souvent tendance à se dire en fonction de l'actualité, tiens, il faudrait incriminer davantage tel ou tel crime parce qu'il y a une demande au sein de la population. Je pense qu'on doit sortir de ce cercle vicieux et faire comprendre aux personnes que déjà on a un devoir d'humanité, comme je l'ai dit, mais aussi un devoir de sécurité. Parce que c'est vrai que de travailler sur la question de la politique carcérale, c'est pas forcément le discours politique qui est le plus populaire, mais qui est nécessaire aussi pour des motifs de sécurité. Parce que c'est notre devoir à tous de faire en sorte que les personnes qui arrivent en prison n'en sortent pas pire et ne deviennent pas finalement des bombes à retardement. Or, finalement, c'est ça qu'on voit. Et donc, on a vraiment, je pense, une motivation qui est partagée par rapport à ça. Alors, je ne vais pas ici, en tout cas les 2 minutes qui me restent maintenant, vous présenter l'ensemble du programme de défis en ce qui concerne la politique carcérale. Je pense qu'effectivement, par exemple, la question des soins de santé en prison est primordiale, on va la développer tout à l'heure. La question de la lutte contre la surpopulation aussi. Mais moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que finalement, les objectifs assortis à la peine d'emprisonnement soient tous respectés. Or, jusqu'ici, on a toujours égard à l'objectif de la punition de l'auteur, à la logique de protection de la société, à la logique de réparation, mais cette logique, l'objectif de réinsertion dans la société, on l'a complètement perdu de vue. Et donc, j'aimerais que par rapport à ça, finalement, on se dise que c'est par la réinsertion du détenu qu'on va finir par protéger la société en luttant contre la récidive. Ça passe par effectivement des infrastructures qui soient adaptées au profil de chacun, en fonction aussi de son vécu, de ses besoins, qu'il s'agisse de troubles psychiatriques, de TDAH. Par exemple, moi j'ai déposé un texte au Parlement pour mieux prendre en charge et mieux diagnostiquer le TDAH. Il faut savoir qu'il y a près d'un tiers, je pense, des détenus en prison qui souffrent du TDAH et qui souffrent par conséquent d'un trouble de l'impulsivité et qui n'ont pas, par conséquent, pas été en mesure de contrôler leur impulsion et donc qui ont été amenés à commettre parfois le pire. Répondre donc aux causes sous-jacentes aussi pardon, je suis perturbée, de la délinquance, donc tout ce qui concerne la toxicomanie, des troubles psychiatriques aussi. On manque énormément de psychiatres dûment formés pour pouvoir travailler en prison. Toute la logique de la prévention, de la santé, de la sensibilisation, ça aussi, on passe, je pense, tout à fait à côté. Par exemple, le ministre de la Santé, pas plus tard que ce mardi, donc, nous a présenté sa note de politique générale en matière de santé et nous a annoncé en grande pompe qu'il allait mettre en place des formations en matière de toxicomanie en prison. J'ai envie de dire c'est très bien, mais pourquoi avoir attendu 4 ans pour pouvoir le faire, sans compter qu'il va falloir que les agents pénitentiaires se mobilisent pour pouvoir suivre ces formations, et forcément ça se fera au détriment des autres agents qui resteront sur le pont alors que l'on sait qu'on manque également d'agents pénitentiaires. Bien évidemment concertés, bien plus davantage que nous le faisons aujourd'hui, les acteurs de terrain.
comme vous, comme ICARE, comme toutes les associations. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on a l'impression que ces politiques ne tiennent pas compte des réalités du terrain et aussi de ce que vous observez tous les jours. Et l'un de ces aspects, c'est la formation. Et là aussi, c'est quelque chose qui tient fort à cœur à Défi, notamment au niveau bruxellois, mais c'est une politique qui doit pouvoir être généralisée à l'ensemble du pays. Par l'intermédiaire du ministre Gossuin, donc, qui était en charge de la formation, on a fait en sorte que les compétences acquises avant la prison ou après la prison puissent être validées et certifiées pour faire en sorte justement que les personnes, une fois qu'elles sortiront en prison, eh bien, puissent le plus vite possible se réinsérer sur le marché du travail et ainsi pouvoir se réinsérer dans la société. Donc il y a vraiment cet objectif de réinsertion qui, pour moi, doit davantage, bien plus qu'aujourd'hui, être investi. Merci beaucoup. Et pour clôturer cette première question, je vous en prie, KUST. Je vous remercie. D'abord, merci pour l'invitation, mais je ne vais pas être très très long puisque je pense que les collègues ont déjà dit énormément de choses. Je pense que pour moi, la première priorité, et même si je souscris à l'objectif de diminution de la capacité carcérale, c'est un stop carcéral. Déjà, si on y arrive, ça sera déjà bien, puisque depuis 50 ans maintenant, en fait, on a 70% d'emprisonnement en plus. Donc, c'est un vœu pieux. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est un vœu pieux que de diminuer finalement les capacités carcérales. Je pense que la première mesure, c'est un stop carcéral. Il ne faut plus qu'il y ait une place en plus. Ça, c'est vraiment la première des mesures, parce que les places qu'on construit, elles sont remplies automatiquement, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et on n'arrête pas depuis 50 ans. Voilà, ça c'est un. Deux, c'est, j'ai envie de dire, c'est de rétablir, entre guillemets, de la normalité en prison. Et à travers la normalité, c'est la dignité en prison. La dignité, elle se passe par plusieurs choses. D'abord, les conditions de vie au quotidien. Enfin, je ne sais pas combien de personnes ont déjà visité des prisons, mais si vous allez à Tournai, à Mons, à Saint-Gilles, ici, qui est malheureusement encore ouverte, et ainsi de suite, enfin, c'est d'abord la normalité dans le cadre de la vie. Et puis la normalité dans le quotidien, ce qui est notre quotidien à toutes et tous, et qui n'est pas le quotidien des personnes emprisonnées aujourd'hui, c'est l'accès aux soins de santé. Ça a été dit, et c'est un gros combat de se dire à un moment donné, est-ce qu'un être humain n'égale pas un être humain, même en prison, et est-ce qu'il est à ce point anormal de considérer que ces êtres humains qui sont emprisonnés pendant une durée limitée doivent pouvoir bénéficier des mêmes soins de santé que n'importe quelle autre personne qui est en liberté, et doit pouvoir bénéficier des mêmes conditions d'accès à la sécurité sociale, au remboursement de soins et ainsi de suite, que n'importe qui d'autre. Je pense qu'un cancer n'est pas moins virulent en prison qu'ailleurs, et que toutes les maladies qui s'y développent doivent pouvoir. Ça a été indiqué aussi, c'est un autre combat que j'essaie de mener depuis plusieurs années, mais c'est pas facile. Je parlais de sécurité sociale, c'est le droit social en prison. On est beaucoup de parlementaires à écrire sur des petits cahiers à anneaux, parce que vous savez que je pense que 80 à 85% de ces petits cahiers à anneaux sont produits en prison. Les maternités de quasiment l'ensemble des hôpitaux du pays sont fournies en fait par des kits donnés aux mamans qui sont réalisés en prison. Des épices, aujourd'hui, qu'on utilise toutes et tous, de grandes marques, dans notre quotidien pour cuisiner, sont emballées en prison. Et pour ce travail, et parfois un travail de manutention qui est très très dur, les conditions de la sécurité au travail quasiment inexistantes. Quand je suis passé, je pense qu'il n'y avait même pas de chaussures de sécurité pour des gens qui travaillent avec des transpalettes. Le salaire n'est même pas celui qu'on offre dans des entreprises de travail adaptées. Des gens parfois travaillent 5, 10 ans en fonction de la durée de leur incarcération sans 1 euro de cotisation à la sécurité sociale. Donc c'est-à-dire qu'ils ont travaillé pendant 10 ans et à 65, 66 ou 67, ça dépendra de l'âge de la pension, ils n'auront même pas cotisé finalement pour leur pension, alors qu'ils ont travaillé pendant 10 ans. Et parfois dans des conditions difficiles. Ils ne bénéficient pas d'assurance-loi. Je dis, si cette personne sans chaussures de sécurité demain voit cette palette qui s'effondre sur son pied et qu'elle devient handicapée en raison du travail qu'elle a exercé, alors il y a des mécanismes d'intervention, etc. Mais ce ne sont pas les mêmes mécanismes réguliers que n'importe quelle travailleuse et travailleur dans le monde régulier. Je pense que, rétablir cette normalité, cette dignité, à travers ces 2 exemples, soins de santé et droit social en prison, je pense que c'est nécessaire. Et 3, je pense que ça, c'est un combat qui est collectif. En fait, c'est la bataille culturelle. C'est à un moment donné, c'est d'essayer de transformer le wording au quotidien, dans nos discussions et ainsi de suite. C'est de dire que sanctions, peines et emprisonnement ne sont pas des synonymes.
et que l'emprisonnement et que les sanctions ou la peine englobent des choses et doit englober des choses bien plus larges que la seule question de l'emprisonnement. Et peut-être faire réfléchir à travers cela et réfléchir déjà entre nous, parce que c'est... Voilà, finalement, les élus ne sont que le reflet, finalement, des citoyens qui les élisent sur la base des priorités, des craintes, des angoisses de ces mêmes citoyens qui sont rapportés, finalement, dans une assemblée et qui font que des textes tentent de répondre, finalement, à des attentes citoyennes. Et j'ai pas de souci pour la critique, mais c'est aussi ça. Et donc, je pense que c'est dans notre quotidien que l'on doit aussi pouvoir évoluer à travers cette bataille culturelle et de pouvoir faire en sorte, à travers cela, de considérer demain qu'à travers le stop à la prison, la dignité retrouvée, cette bataille culturelle gagnée, on va essayer de progressivement diminuer le nombre de places. Parce que je pense que il y a beaucoup trop de détenus, effectivement, comme ça a été dit. 35% de détention préventive. Il faudrait peut-être relibérer l'absolue nécessité pour la sécurité publique et lui donner enfin un corps qui est celui qu'on enseigne sur tous les bancs d'université, mais qu'on n'applique pas sur les bancs de la magistrature. Mais bon, voilà, 35% aujourd'hui de détention préventive. Vous faites le chiffre. Ça fait 3500 à 4000 détenus aujourd'hui qui sont présumés innocents en prison. Je ne dis pas que... Pour aucun d'entre eux ou d'entre elles, il n'y a pas d'absolue nécessité pour la sécurité publique que d'être peut-être en détention préventive derrière des murs de prison, mais ça me paraît, à mon sens, énorme d'avoir 3500 à 4000 personnes aujourd'hui présumées innocentes derrière les murs d'une prison. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ce premier tour de parole. Alors, on n'aime pas trop l'autoritarisme chez Hiker, donc je vous les ai laissés un petit peu parler. Mais du coup, voilà, essayez de respecter à peu près les 3 minutes. Je sais qu'il y avait un très bon élève au milieu avec le minuteur. Mais alors, l'arbitraire, par contre, on connaît quand on travaille en prison. Donc, arbitrairement, je vais changer l'ordre de passage pour les prochaines questions, qui va porter plutôt sur l'exécution des courtes peines, puisque donc, on sait que dans la politique actuelle du ministre de la Justice précédent et qui est poursuivi actuellement, l'idée, c'est de dire qu'il faut absolument exécuter toutes les peines pour lutter officiellement contre l'impunité. Donc on sait que ça a été une décision qui a été assez largement critiquée et qui du coup produit des effets assez concrets dans les prisons. Et donc nous aurions souhaité vous interroger justement sur cette question de l'exécution des courtes peines et aussi du coup dans les faits sur la surpopulation carcérale, même si c'est des points que vous avez toutes et tous un petit peu déjà abordés. Donc je vais commencer avec Monsieur Boukili, le bon élève du minuteur. Sur la question de l'exécution des courtes peines, c'est une mesure qui a été prise par l'ex-ministre Van Quickenborne et avec l'idée qu'on allait créer des maisons de détention pour absorber l'exécution de ces courtes peines, ce qui n'était pas le cas dans la réalité puisque ces maisons de détention ne sont toujours pas là et ça n'a fait qu'augmenter encore plus la surpopulation carcérale. Et ce n'est pas une surprise. Les gens du terrain le disaient, les directeurs de prison ont alerté là-dessus. Nous, au Parlement, on a eu des débats houleux sur ces questions-là. Et pourtant, le ministre a maintenu cette politique-là. On voit qu'aujourd'hui, elle a des conséquences catastrophiques. Et il y a des gens qui dorment sur des matelas. Il y a, en tout cas, des conditions qui sont vraiment déplorables. Et aussi, c'est fait dans une logique, comme je l'ai dit dans ma première intervention, où on exécute c'est pour exécuter des peines qui sont liées à des délits. Il faut se poser la question, est-ce que ça mérite vraiment la prison ? Parce que quand quelqu'un va en prison, même pour 1 an, pour 6 mois, il perd son boulot s'il a un boulot. Si c'est pour un vol à l'étalage, est-ce que ça vaut le coup ? En fait, qu'on soit complètement désocialisé et puis après être en difficulté pour une réinsertion, sachant que notre système carcéral ne permet pas une réinsertion correctement. Et surtout, est-ce que c'est la politique à suivre quand on voit le taux de récidive qu'on a en Belgique ? On voit que cette logique-là, ça ne marche pas. On a le taux de récidive parmi les plus élevés en Europe, c'est 60% de taux de récidive. Ça ne marche pas, il faut changer de logique. Et aussi, dans le modèle carcéral, nous, on est enthousiastes, par exemple, à la création de maisons de détention, mais pas pour créer des places supplémentaires et absorber des nouvelles peines à exécuter. Les maisons de détention doivent être, en tout cas dans un moyen terme et un long terme, le moyen avec lequel on va remplacer les prisons. Parce que les maisons de détention permettent un suivi qui est plus rapproché, permettent, on va dire, des perspectives de réinsertion. Et il faut que ça remplace, en fait, les prisons actuelles et pas
que ça ne vienne pas en complément pour rajouter des places supplémentaires, ce qui était dans la logique du ministre. Mais il faut plutôt que ça soit une alternative à la prison. Et comme j'ai dit, il faut vraiment faire la séparation entre les crimes graves qui doivent être punis sévèrement. Et peut-être que là, il faudrait des prisons spécialisées pour ces criminels-là. Mais pour les autres délits, d'avoir un système de carcération qui permettrait une réinsertion et réagir à la question de la récidive, parce que notre système carcéral aujourd'hui, notre politique carcérale de manière générale, produit plus de criminalité qu'est-ce qu'elle est censée résoudre, puisqu'on a un taux de récidive qui est le plus haut en Europe. Donc on doit revoir l'ensemble de notre système carcéral et pas seulement juste la question des courtes peines. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Awasti, pour continuer ? Oui, donc l'exécution des courtes peines, c'est quelque chose qui est sur la table depuis, je pense, près d'une vingtaine d'années en Belgique et qui progressivement a été repoussé, et puis s'est invité sur la table de ce gouvernement. Alors je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est mon modèle personnel ? Non, on est effectivement dans un accord de gouvernement et dans un accord de coalition, et donc c'est un modèle qui se veut où à un moment donné une part indique qu'ils estiment qu'une sanction en réalité qui n'est pas exécutée, à ce moment-là, ça n'a pas de sens. Et qui s'amène avec une autre réflexion qui est de dire, mais alors, parlons des sanctions et des peines. Dans l'équilibre qui a été trouvé, c'est de dire, déjà, il n'y aura plus de peine de moins de 6 mois dans le futur code pénal. 1. 2, est-ce qu'il faut d'autres formes de sanctions et de peines ? Oui, alors avec l'agrandissement effectivement de la palette, en fait, de toutes les peines alternatives et aussi l'ouverture de toute une série de conditions, notamment en matière de sursis, de suspension et ainsi de suite. Et donc l'ouverture de conditions pour permettre aux magistrats, en fait, d'avoir une palette beaucoup plus importante. Est-ce qu'on aurait voulu aller plus loin que les peines de 6 mois ? Oui, très sincèrement. Je pense que le minimum eût été de 1 an et ça aurait été un minimum agréable. Et si on n'avait pas de peine d'emprisonnement jusqu'à 1 an, ça aurait été déjà très intéressant et beaucoup plus intéressant qu'aujourd'hui. On aurait eu tant les peines de niveau 1 que les futures peines de niveau 2 qui ne connaîtraient pas l'emprisonnement. Et donc, on aurait pu faire par translation ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fera demain sur les peines de niveau 2, c'est-à-dire que la peine d'emprisonnement sur le niveau 3 ne devrait être prononcée que avec une justification et une motivation spéciale et à la condition de démontrer qu'il ne peut pas y avoir d'autres types de sanctions plus utiles. C'est ce qu'on fera sur les peines de niveau 2. Ça aurait permis déjà d'avancer. C'est une coalition, c'est un accord, je ne vais pas le dénier puisqu'il est là. On avance, c'est un pas devant l'autre en espérant qu'il y en aura d'autres qui suivront à l'avenir et que les conditions existeront pour poursuivre et pour dire que ce niveau 2 qui était envisagé initialement sera sans peine d'emprisonnement, que ce niveau 3 deviendra avec motivation spéciale et ainsi de suite. Et donc c'est cet accord-là qui est global et qu'on peut pas, voilà, il est là, on va le voter. Il a été voté d'ailleurs, il a été corrigé un peu, mais par contre, il faut pouvoir le corriger dans ses effets. Et ça, c'est important. Il faut pouvoir le corriger dans ses effets parce qu'il ne suffit pas de dire on définit un principe et puis après, les effets, on s'en fout. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà en situation de surpopulation carcérale. La deuxième phase de l'exécution des courtes peines est entrée en vigueur, mais va entrer en vigueur de manière effective, puisqu'en fait, ce n'était que les peines prononcées à partir de là, et donc avec les délais d'appel, les délais d'exécution, on est, je pense, au 1er janvier 2024. Donc l'effectivité, au fait, de l'exécution de ces courtes peines, ça sera au 1er janvier 2024. Et donc c'est là qu'on va voir une croissance, finalement, de cette surpopulation qui est déjà trop importante. Et donc il faut pouvoir en corriger les effets sur le terrain. Il y a eu des petites mesures qui ont été prises sur la question des congés, sur la question des libérations conditionnelles et ainsi de suite. Donc c'est pas assez. Donc il y a eu des choses pour dégrossir finalement cette surpopulation carcérale. Ma conviction, c'est qu'il faut aller plus loin. Il faut pouvoir corriger ces effets-là, effectivement, maintenant qu'on est face à eux, d'autant plus qu'on sait la situation en prison. Elle est catastrophique dans les infrastructures, elle est catastrophique en termes de ressources humaines. Une prison tourne en général avec 75 à 80% d'effectifs en moyenne entre les malades, les absents, les personnes en congé. Et donc voilà, on dit c'est parce qu'il y en a beaucoup qui aussi ont cette litanie finalement du, comment on appelle ça, le service minimum. Mais aujourd'hui, en situation normale, avec les effectifs que l'on connaît, on n'est pas dans les conditions pour activer le service minimum. Donc c'est un doux rêve. Déjà que je ne suis pas favorable au service minimum, mais on ne serait même pas dans les conditions pour l'activer. Et donc il faut pouvoir corriger les effets, et ça c'est un travail qu'on doit réaliser rapidement, effectivement.
Très bien, merci beaucoup. Madame Rony. Oui. Alors, sur le principe, lutter contre l'impunité, qui serait contre le fait que l'on lutte contre l'impunité? Bien évidemment que oui. Mais le problème, et en particulier, en tout cas pour les peines de plus d'1 an, parce que je pense effectivement que le gouvernement n'a pas été assez ambitieux en mettant fin aux peines de moins de 6 mois seulement. Mais ça ne se fait pas n'importe quelle manière. Et je pense qu'effectivement, le politique, là aussi, a voulu trop agir dans le court terme et mettre à la plume de son chapeau, voilà, nous avons fait exécuter les courtes peines. Sauf que les conditions, elles n'étaient pas réunies. Les conditions, c'était quoi? Premièrement, mettre en place ces fameuses maisons de détention qui étaient destinées à l'exécution des courtes peines. Alors, il faut être de bon compte, le gouvernement est aujourd'hui confronté à ce phénomène du NIMBY, donc Not in my backyard, à savoir qu'à chaque fois que l'on trouve un terrain sur lequel construire, en tout cas transformer un endroit pour en faire une maison de détention, les riverains n'en veulent pas parce qu'ils ont peur. Et en fait, on voit qu'à ce niveau-là, il y a un gros défaut d'information et de sensibilisation pour dire que ces maisons de détention ne sont pas destinées à des terroristes, ne sont pas destinées à des pédophiles, ne sont pas destinées à des violeurs, mais à des personnes qui doivent écoper de courtes peines. La deuxième condition qui n'était pas réunie pour l'exécution des courtes peines, c'était ce fameux code pénal. Donc là, on a fait exécuter les courtes peines avant même que l'on réfléchisse à la diversification de toutes les peines finalement, et de finalement réserver les peines d'emprisonnement aux crimes les plus graves, en particulier les crimes de sang. Et puis la troisième condition, on en a parlé tous tout à l'heure, c'est de faire exécuter la loi sur la détention préventive. Parce que c'est vrai que sur les bancs de l'université, on nous dit la détention préventive, c'est uniquement en cas de fuite du prévenu, c'est uniquement en cas de risque de destruction des preuves, et finalement c'est un peu devenu la mesure de facilité qui a fait que notre population carcérale n'a fait que gonfler, et à cela on exécute des courtes peines qui va encore plus gonfler cette surpopulation carcérale avec tous les effets délétères que l'on connaît. On nous a dit, oui, mais à côté de ça, on a fait quand même inaugurer la grande prison de Harren. Alors, au niveau de la prison de Harren, mon parti des filles a toujours été très sceptique par rapport à ce projet, par rapport au choix du terrain, par rapport à la philosophie qui entourait cette prison, etc. Donc oui, 1190 places, sauf qu'en fait, cette prison a été inaugurée avant même que le personnel ne soit recruté pour pouvoir correctement prendre en charge l'ensemble des détenus. Encore aujourd'hui, plus d'1 an après l'inauguration et l'ouverture de la prison de Harren, parce qu'en fait, on l'a fait vite fait pour pouvoir mettre, en tout cas, les terroristes qui étaient qui allait être jugé dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles. Encore aujourd'hui, on cherche le personnel. Vous allez sur le site du CELOR, on cherche du personnel pour la prison de Harren 1 an après son ouverture. Donc on ne nous dise pas que le problème a été réglé, en tout cas en partie, parce qu'on a ouvert cette prison, que du contraire. Et puis finalement, c'est de nous dire on augmente le nombre de places, alors qu'effectivement, on l'a dit, plus on ouvre des prisons, plus il y aura de personnes en prison, en tout cas, si on ne change pas de paradigme au niveau des peines. Et c'est la raison pour laquelle, bon, vous savez sans doute qu'il y a un grand colloque, auquel, d'ailleurs, je vous invite tous et toutes, qui est organisé par le Conseil supérieur, le Conseil consultatif, central, je vais y arriver, je suis perturbée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Conseil central de surveillance pénitentiaire, qui regroupe donc l'ensemble des commissions de surveillance, qui organise un colloque à ce sujet. Là aussi, voilà, c'est complet. Moi, je me suis inscrite, mais j'ai d'autres obligations. Mais c'est important, comme je l'ai dit, d'avoir déjà nos programmes. Je pense qu'on est tous prêts, mais de continuer à prendre le pouls des commissions de surveillance, notamment, qui sont plus près de la réalité des détenus, de travailler encore à la diversification de toutes les peines, mais aussi d'oser remettre en cause cette politique et ce choix qui a été fait, d'oser évaluer l'impact de l'exécution des courtes peines sur la surpopulation carcérale. Et pour le reste, oui, comme je l'ai dit, faire exécuter cette loi sur la détention préventive, oser aussi réformer cette fameuse loi de 1921, je sais que le CAL travaille beaucoup à ce sujet sur les drogues, parce que là aussi, on considère trop des personnes qui souffrent, qui sont en souffrance, qui ont besoin de soins, et en fait, on les traite comme des criminels, et là aussi, ça va gonfler, ça gonfle déjà aujourd'hui de manière extrêmement criante la population carcérale. Et puis, comme je l'ai dit aussi,
beaucoup plus développer les peines alternatives. Ça passe par le code pénal, ça passe aussi par la sensibilisation des magistrats et aussi un refinancement des maisons de justice. Parce que là aussi, il ne suffit pas uniquement de prévoir des peines alternatives à la peine d'emprisonnement, il faut aussi veiller à ce que les personnes qui sont chargées du suivi de ces peines puissent être mobilisées en suffisance, ce qui malheureusement aujourd'hui n'est toujours pas le cas. Merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur Luambois. Merci. Je pense que par rapport à la surpopulation carcérale, Justine le rappelait tout à l'heure, on est confronté à des chiffres qui sont affolants, avec 11 600 personnes qui sont détenues, 10 400 places, mais ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est une situation pour laquelle la Belgique a déjà été condamnée à de nombreuses reprises, pour laquelle il y a eu des dossiers qui ont été ouverts devant les différentes cours et tribunaux en Belgique. À chaque fois, l'État belge a été en appel des différentes condamnations. Et forcément, je pense que pour moi, j'ai pas du tout autant de bouteilles que les autres personnes qui sont autour de cette table. Je suis attaché parlementaire depuis 2 ans. Je l'ai vécu comme un véritable traumatisme que toute cette évolution vers l'exécution des courtes peines, parce que de base, on savait que la situation était catastrophique. Et pourtant, on s'est enfermé au niveau du ministre et de la majorité dans un discours en se disant « on va exécuter les courtes peines, on va exécuter les courtes peines ». Moi, je pense que c'est la seule fois où j'ai vu un directeur de prison venir en commission et supplier, ce sont les termes qu'il a employés, il a supplié qu'on sursoit à l'exécution des courtes peines parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, et même pour la première partie qui a commencé à être mise en œuvre, des peines de 2 à 3 ans, on ressent déjà les effets dans les prisons. Alors évidemment, ça va être encore pire à l'avenir, mais pour moi, ça restera une erreur monumentale, et évidemment, on est ouvert à l'idée des maisons de détention. Et à titre personnel, avec les engagés à Charleroi, on s'est positionné pour, et on a été, je pense, la seule ville à faire acte de candidature pour recevoir une maison de détention. C'était à notre initiative, donc je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on est en accord, on est tout à fait dans cette philosophie-là, mais à un moment donné, il faut avoir aussi une certaine logique. Les maisons de détention, il y en a 2, peut-être une 3e. On en a annoncé 15. Bon, il y a la question de la localisation, parce que c'est très fort du côté flamand pour le moment. Bon, soit ça, c'est pas un problème pour moi, mais il y a le fait que dès qu'on annonce à un endroit, il y a une levée de bouclier, je comprends, c'est très difficile. Mais alors, en termes de logique, on commence par ouvrir les maisons de détention, et puis après, ensuite, on dit qu'on va faire l'exécution des courtes peines. Mais venir faire, comme ça a été fait ici, ça a été discuté à de nombreuses reprises, faire l'inverse, ça n'a pas de sens, et on a l'impression qu'on est face à un pompier, mais qui en même temps est pyromane, parce qu'on a ces prisons qui sont surpeuplées, et on vient encore y rajouter des problèmes en amenant cette exécution des courtes peines. Et donc ça, c'est vraiment une réelle problématique. Et alors, bon, je ne sais pas pour taper sur le maire qui est absent, mais quand je vois Mathieu Michel qui dit « on va régler la surpopulation pour 2030, on va créer plein de places dans les prisons », mais j'ai l'impression qu'on n'a rien compris, quoi. C'est pas ça, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les peines alternatives, les autres possibilités qu'on peut offrir en termes de solutions par rapport à la prison. C'est ça la direction dans laquelle on doit se diriger, et pas dire oui, on va faire beaucoup plus de places. Pour moi, c'est un non-sens, et c'est pas la direction que je veux adopter. Donc j'espère que pour l'avenir, on va voir vraiment un virage à 180 degrés. Et quand on nous dit on est 4e au niveau européen à l'heure actuelle en termes de surpopulation, et qu'est-ce que ça va être l'année prochaine, quoi. Et donc, à un moment, il faut qu'on soit aussi face à nos responsabilités. Et moi, j'appelle de tous mes voeux, et je pense que c'est la volonté, et j'assure que c'est aussi la volonté des engagés d'aller dans cette direction-là. Je pense qu'à un moment, on doit réagir, et il va falloir envisager des modifications substantielles par rapport à l'année prochaine. Et je regrette vraiment qu'il y ait eu cet enfermement dans un discours et qu'on n'ait pas pu dire stop. Pourtant, on l'a crié haut et fort, on l'a rappelé. Ici encore en septembre, nos échevins et bourgmestres, tous ceux des engagés qui avaient une prison sur leur territoire, on a envoyé une mise en demeure au ministre en disant « il faut agir, sinon à un moment donné, ça va devenir trop explosif » parce qu'on dit la surpopulation.
ok, des chiffres, c'est parfois pas forcément parlant, mais c'est une situation à l'intérieur des prisons. Ce sont les gens qui dorment par terre sur des matelas, ce sont des difficultés d'accès aux soins de santé quand il y a trop de monde. C'est impossible de prévoir des soins, et on va revenir encore un peu plus longuement sur les soins. Il y a la question du suivi, c'est pas possible non plus quand il y a trop de monde pour permettre aux intervenants sociaux de rentrer dans les prisons et de rencontrer les détenus. Quand il y a une explosion pareille, c'est pas tenable. Et donc là, il y a un vrai changement dans le système, il y a un vrai changement dans la manière de fonctionner qu'on doit envisager. Merci beaucoup. Claire Hugon, pour conclure sur ce point de l'exécution des courtes peines. Oui, merci. En fait, donc l'exécution des courtes peines, je pense que c'est mon collègue Khalil Awassi qui l'a rappelé, c'est prévu dans la loi de principe de 2005. Et donc en fait, c'est quelque chose, ou de 2006, je ne sais plus, enfin c'est prévu depuis longtemps. Et ça a été reporté de nombreuses fois, cette entrée en vigueur. Et c'est vrai que le précédent ministre de la Justice s'est donné pour mission que lors de sa présence, ça arrive. Il a dû quand même le reporter aussi plusieurs fois, notamment à cause des conditions Covid. L'idée, c'est, sur le principe, on peut comprendre la logique. Si on a un code pénal qui prévoit des courtes peines et que ces courtes peines sont prononcées, on peut comprendre la logique qu'il y ait une volonté de les exécuter. Alors, d'abord, ça partait quand même d'une idée partiellement fausse, selon laquelle elle n'était actuellement pas, avant ça, pas exécutée. Hein. C'est quelque chose qui se répétait beaucoup. C'est partiellement faux, parce que dès qu'on avait plusieurs courtes peines qui se cumulaient, par exemple, voilà, on était quand même en prison. Donc, mais c'est vraiment quelque chose qui a été répété, comme quoi les gens qui avaient des peines de moins de 3 ans, quelque part, n'étaient jamais en prison, ce qui était faux. Mais ça a participé à la pression dont le ministre de la Justice s'est saisi pour mettre en place cette exécution des courtes peines. Donc la première question, c'est est-ce que ça a du sens que des peines si courtes se trouvent dans le code pénal ? Ça a été déjà abordé. Je suis d'accord avec l'idée de dire qu'il aurait été bien préférable de limiter à 1 an la durée minimale. On a de la littérature, des recherches qui montrent autant qu'on en a besoin, les effets délétères, voire parfois inutiles, parfois contre-productifs, des courtes peines. Il y a plein de recherches là-dessus. Donc, je pense aussi que ça aurait été préférable de pouvoir aller jusqu'à 1 an comme seuil minimum. L'idée était aussi de motiver les juges à éventuellement ne pas aller plus haut dans la peine, parce que même chez les juges, en fait, même chez les magistrats, vivait cette idée que s'ils prononçaient moins de 3 ans, ce ne serait pas exécuté. Et donc, il y a eu cette volonté d'envoyer ce signal à la magistrature, de dire, voilà, si vous prononcez une peine plus basse, malgré tout, il y aura moyen qu'elle soit exécutée en prison, puisque ça paraissait, pour certains d'entre eux, quelque chose d'important. En effet, les maisons de détention qui étaient censées accueillir ceci n'ont pas du tout avancé aussi rapidement que prévu pour les raisons avancées. Je veux juste encore pointer qu'à Berkendal, il y a depuis récemment, donc c'était la prison pour femmes à Forêt-Saint-Gilles, qui a été vidée puisque les femmes ont été envoyées à Arun. Et cette prison a été transformée en maison de détention. Je pense qu'il y a 60 places. Pour l'instant, on m'a dit vendredi dernier qu'il y avait 12 personnes sur 60. Parce qu'en fait, les conditions pour rentrer sont tellement hautes que peu de gens les rencontrent. Et si on est trouvé en possession, je pense, de drogue, paf, on repart dans un système de grosses prisons. Donc il y a aussi peut-être une réflexion à avoir sur les personnes à qui on permet d'avoir accès à ce système, qui devrait, je suis d'accord avec ce qui a été dit, être le système général et pas venir s'ajouter aux places existantes. Ici, c'est presque considéré comme un système de faveur qu'on quitte dès qu'il y a la moindre incartade. Par ailleurs, je vais encore donner juste 2-3 éléments sur la surpopulation. Il y a de plus en plus de détenus qui vont à fond de peine. Ça veut dire qu'ils choisissent, au lieu d'avoir une libération anticipée avec des conditions, d'aller jusqu'au bout de leur peine. Et puis après, du jour au lendemain, ils sortent et il n'y a plus de suivi. Et donc, moi, je pense... Alors, d'une part, oui, finissons cette idée-là. Je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à instaurer de façon quasi automatique une libération conditionnelle pour s'assurer que chaque personne qui va un jour sortir de prison ait bénéficié d'un suivi. C'est bon pour personne qu'on ait des gens qui sont comme ça après leur peine du jour au lendemain dans la société libre sans qu'on ait plus les moyens de les accompagner. Je suis aussi, à titre personnel, favorable à l'instauration de quotas pour les détentions préventives.
Donc ça veut dire qu'un juge d'instruction qui voudrait prononcer une détention, qui voudrait mettre quelqu'un en détention préventive ne pourrait le faire qu'en retirant quelqu'un d'autre, quelque part. C'est comme ça se passe pour les institutions de défense sociale. On ne peut pas les mettre en surpopulation. Et donc, si vous voulez envoyer quelqu'un au marronnier, vous devez faire sortir la personne qui a l'air d'en avoir le moins besoin qui y est actuellement. Et voilà. Moi, j'ai entendu récemment à la télévision une juge d'instruction qui exprimait publiquement et sans complexe qu'elle utilisait la détention préventive comme une peine anticipée. C'est en violation totale de la loi sur la détention préventive. Et voilà, donc on sait qu'il y a des abus par rapport à ça. Je pense qu'une des réponses pourrait être l'instauration de quotas. Et je crois aussi, c'était déjà un peu abordé dans la première question, qu'on a une évolution de la société qui va vers de moins en moins de tolérance à l'idée de risque. Et que donc on utilise la prison, la réponse carcérale, comme une façon de gérer le risque ou la dangerosité de certaines personnes, même quand les actes qu'elles ont effectivement commis peut-être ne le justifieraient pas toujours. Et donc tout ça participe à la surpopulation, puisqu'aussi dans les prisons, il y a par exemple de plus en plus de personnes qui sont internées. Ces personnes n'ont plus assez de place dans les centres qui sont censés les accueillir, donc il y a des annexes psychiatriques, et même dans les annexes, il n'y a plus assez de place non plus, donc ces gens se retrouvent dans le régime normal. Voilà quelques éléments de réponse. Merci beaucoup. On va enchaîner avec une troisième question sur un sujet qui tient évidemment à cœur à Eker, parce que c'est la question de l'accès aux soins des personnes détenues. Toutes les études qui ont été menées, c'est ce que les acteurs de terrain constatent, c'est qu'on a des personnes qui arrivent en prison, en général dans un état de santé très dégradé, beaucoup de personnes qui sont complètement désaffiliées avant leur incarcération, des systèmes de soins et d'accompagnement social. Et donc, à ce sujet, il est notamment question de transférer la compétence des soins de santé de la justice vers la santé publique. C'est un transfert qui a commencé maintenant il y a quelques mois. Au sujet des soins de santé, quelles seraient également pour vous et vos partis vos priorités pour les années à venir? Et je vais commencer avec Madame Rohoni. Merci pour cette question et merci pour votre travail extrêmement précieux. Alors c'est vrai que on a tous ici l'occasion très régulièrement d'aller dans les prisons. La dernière dans laquelle je me suis rendue, c'était la prison de Nivelles. À chaque fois, je me dis, en fait, je ne verrai jamais pire. Mais je pense que jusqu'ici, c'est la pire dans laquelle j'ai pu me rendre. Et comme dans les autres, parce que finalement, le problème que vous mettez en lumière concerne toutes les prisons, il y a ce public extrêmement vulnérable avec une grande proportion de personnes qui souffrent de pathologies psychiatriques, de problèmes de santé mentale, avec des pensées suicidaires. Donc c'est vraiment un public extrêmement vulnérable qu'on doit pouvoir soutenir, qu'on doit pouvoir prendre en charge. Et en fait, on voit qu'on fait l'inverse. On aggrave finalement leur vulnérabilité. Pourquoi? Pas forcément de manière délibérée, mais parce qu'il y a particulièrement un manque de personnel médical et spécialisé en prison. Et c'est un énorme problème parce que déjà, on ne répond pas à la loi, donc les lois que nous-mêmes nous votons, qu'il s'agisse de la loi sur les droits du patient qui précise bien que cette loi doit valoir pour les patients quel que soit leur lieu, le lieu où ils évoluent, et puis aussi cette fameuse loi de principe qu'on évoquait tout à l'heure, et qui contient toute une série de principes fondamentaux, mais notamment le fait que c'est ce principe de normalisation. On l'évoquait tout à l'heure, donc le fait que vous devez pouvoir retrouver des conditions de vie qui soient les plus proches possibles de celles que vous avez dans la vie libre, qu'il s'agisse de toute une série de choses qui concernent votre vie, des aspects de la vie, mais en particulier les soins de santé. Et que si vous avez besoin de soins en particulier à l'extérieur de la prison, lorsque vous arrivez dans la prison, votre état de santé doit pouvoir être pris en charge. En tout cas, vous ne pouvez pas voir votre état de santé se dégrader. Et comme je l'ai dit, malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. On voit que le cadre médical ne suffit pas aujourd'hui, que les médecins généralistes externes n'ont même plus envie d'aller en prison parce qu'eux aussi n'ont pas envie d'être confrontés aux conditions de détention, parce que lorsqu'on parle des conditions de détention indignes, ce sont les détenus qui en souffrent, mais aussi toutes les personnes qui doivent pouvoir les prendre en charge. Et donc finalement, c'est un cadre de travail qui est totalement dissuasif. On sait aussi que les extractions médicales, donc le fait de pouvoir aller à l'extérieur de la prison, dans des hôpitaux spécialisés, sont extrêmement difficiles
difficile à mettre en œuvre par manque de personnel, aussi au niveau des agents, au niveau des policiers spécialisés. Alors c'est vrai que depuis des années, on nous vend, déjà sous Madame De Bloch, ministre de la Santé, on nous vend le transfert des soins de santé en prison du SPF Justice vers le SPF Santé comme la grande mesure, comme la panacée. C'est une mesure qui est importante parce que ça permet d'amener à nouveau un peu d'humanité dans cette politique carcérale. Mais comme je le dis, ce n'est pas la panacée. Il faut réformer la loi drogue pour faire en sorte, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, je vous prie vraiment de m'excuser, que les personnes qui en ont besoin soient prises en charge. On sait aussi effectivement que les internés restent en prison alors qu'ils n'ont pas leur place en prison. Là aussi, on nous vend depuis des années la mise en place de centres psychiatriques légaux, alors qu'en fait, ces internés n'y sont toujours pas. Et pire, le ministre de la Justice, en 2021, avait tenté de nous faire voter un projet de loi pour faire en sorte que les personnes qui devaient être internées pouvaient malgré tout rester en prison dans des espaces qui leur seraient dédiés. C'était bien évidemment tout à fait inacceptable et contraire à ce que la Cour européenne des droits de l'homme ne cesse de nous demander. Je pense qu'en attendant la mise en place de ces centres psychiatriques légaux, parce que là aussi il faut être de bon compte, c'est pas d'un coup de baguette magique que ça va se faire, ça va prendre du temps, il faut recruter le personnel, de faire en sorte qu'à tout le moins les soins qui sont prodigués aujourd'hui dans les annexes psychiatriques des prisons puissent à tout le moins aujourd'hui être correctement dispensés avec une vraie permanence médicale aussi en prison et pas une journée ou une demi-journée par semaine. C'est largement suffisant, ne fût-ce qu'en cas d'accident. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'accident ? On doit opérer une extraction médicale alors que là aussi on sait qu'on n'a pas les moyens pour ce faire. Et puis aussi je reste assez inquiète de par le fait qu'il y a d'autres mesures qui doivent être prises en charge et qui ne sont pas du ressort du ministre de la Justice directement. Je pense au fait de revaloriser les professions médicales. On sait aujourd'hui qu'en Belgique, on manque de médecins, on manque d'infirmiers, et c'est un travail qui doit être opéré par le ministre de la Santé. On sait aussi qu'on doit pouvoir améliorer les conditions de travail, ce qui passe par la rénovation de toute une série de parties de prison, ce qui est du ressort du secrétaire d'État en charge de la régie des bâtiments. Donc là aussi, moi j'ai très peur de voir finalement, et je le vois depuis 4 ans maintenant, finalement ces différents membres du gouvernement se refiler la patate chaude par rapport à leurs responsabilités, parce que oui, c'est une responsabilité collective qui les concerne tous par rapport à la situation que l'on observe aujourd'hui dans nos prisons et singulièrement par rapport à la problématique des soins de santé. Merci beaucoup. Monsieur Boukili. Bon, sur la question des soins dans les prisons, la prison, c'est une privation de liberté, mais ce n'est pas une privation des autres droits. Et le droit à la santé reste toujours valable pour les détenus. Et ça, apparemment, il faut encore le rappeler parce que ce n'est pas le cas dans la réalité. Et il y a 2 aspects. Il y a d'abord l'aspect que la prise en charge des personnes, des personnes détenues qui sont malades est chaotique. Il y a vraiment un manque de personnel qui est criant, un manque de... que ce soit le personnel de soins, que ce soit les médecins. Et ça a été dit, les généralistes qui ne veulent plus le faire, notamment parce que ça n'a pas de sens en fait de venir et d'avoir 2-3 minutes par détenu, et surtout tu n'as même pas de perspective de suivi et ainsi de suite, donc ça n'a aucun sens, même au niveau médical. C'est comme si on le faisait juste pour marquer le coup et dire ben voilà, il y a un médecin qui est passé en prison, mais la mission n'est pas assurée du tout. Donc il y a ces éléments-là. Il y a par exemple, quand on parle de spécialistes, là c'est vraiment une catastrophe. Les psychologues ou les psychiatres, il faut attendre des mois si c'est pas des années. Et on voit aussi qu'il y a... c'est assez marquant parce qu'en prison, les inégalités sociales qui existent dans la société, ils sont renforcées en fait, quand on est dans les prisons. Et on voit ça par exemple avec la situation des femmes. Dans les prisons, les femmes détenues subissent encore plus d'inégalités à ce niveau-là, ou notamment des besoins élémentaires qui ne sont pas remplis, par exemple l'accès à un gynécologue, il y a des fois même les protections hygiéniques ne sont pas disponibles, ce qui est quand même au XXIe siècle, en 2023, dans un pays comme la Belgique, c'est quand même inacceptable. Donc ça, c'est un peu le cadre général, et puis il y a des gens
qui ne devraient pas avoir leur place en prison, c'est les détenus internés. Parce que c'est des personnes qui sont malades, qui ont besoin de soins, qui ont besoin de suivi, et c'est quelque chose qui est impossible dans les prisons, parce qu'il n'y a pas le personnel il n'y a pas les moyens qui sont mis pour assurer ce suivi-là. Et même si dans certaines prisons, on a mis des ailes qui sont spécifiques pour les internés, en fait, dans la pratique, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a plein de détenus internés qui se retrouvent dans les cellules avec les autres détenus sans aucun suivi. Donc il y a vraiment un abandon de la question de la santé dans les prisons. Je pense que le transfert de compétences est un premier pas peut-être pour prendre ce droit, parce que je le rappelle, c'est un droit de se faire soigner, que ça soit pris vraiment au sérieux par le ministère de la Santé, et essayer de mettre en place une politique qui est beaucoup plus, qui répond en tout cas aux droits et qu'on ne soit pas un pays condamné comme on l'a été à plusieurs reprises sur cette question. Et je terminerai par faire le lien aussi que si on veut améliorer les conditions de santé, de soins dans les prisons, il faut se battre aussi pour les améliorer pour l'ensemble de la société, parce que ça a un impact. Le fait qu'il y ait un manque de personnel de manière générale, en fait, on l'a vu qu'on a un manque d'infirmiers, on l'a vu avec les blouses blanches, en fait, tout ce qui a été revendiqué comme besoin élémentaire pour faire tourner nos hôpitaux, il ne faut pas s'étonner que ça ne suit pas dans les prisons, si même dans nos hôpitaux, on n'a pas le personnel et les moyens nécessaires pour les faire tourner. On a par exemple... La question des conditions de travail est assez importante parce qu'on a 19 000 infirmiers et infirmières diplômés qui ont quitté le secteur des soins parce que ce n'était plus possible, que ce soit en termes de conditions, en termes de salaires, en termes de burn-out dans le travail. Donc, il y a des conditions générales qui font que notre système de santé est quand même dans une situation où il faut le prendre sérieusement en considération, et ça a un impact encore amplifié dans les prisons. Donc les deux vont ensemble. Il y a une urgence dans les prisons à mettre en place, mais c'est aussi lié à notre système de santé de manière générale. Très bien, merci beaucoup. Je donne la parole à Claire Hugon sur la question de l'accès aux soins. Merci. Ça a été rappelé par Marion Daiker juste en introduction. Les détenus qui arrivent en prison sont déjà en mauvaise santé. C'est pas sans lien avec le profil des personnes qui arrivent en prison. Et ces personnes, tous les déterminants de la santé sont au rouge pour elles. Donc ça, c'est déjà, ils arrivent avec un mauvais bagage sanitaire. Et c'est aussi prouvé que le séjour en prison dégrade la santé. Donc vous additionnez ces deux choses, nous avons effectivement un problème. Les articles liés à la santé de la loi de principe, si je ne m'abuse, sont les seuls qui ne sont toujours pas appliqués. Donc ça veut aussi dire quelque chose. Je ne sais pas si tout le monde ici dans la salle a bien compris la spécificité. C'est que le personnel de santé qui intervient en prison relève du ministère de la Justice et non pas de la santé publique. Et donc ça pose un réel problème au regard d'un principe important qui est l'indépendance des soignants et des soins. Ça veut dire que les coûts de santé des détenus incombent au SPF Justice et que dès lors, le SPF Justice va pouvoir donner certaines instructions aux soignants de ne pas entamer tel traitement, de ne pas dépister telle maladie pour surtout qu'on ne la trouve pas et qu'on doive ensuite la traiter, de façon à ce que ça ne coûte pas trop cher. Donc ça, c'est à ce titre, moi je pense... que le transfert de compétences vers la santé publique, c'est pas juste un premier pas, c'est vraiment un changement assez fondamental pour la façon dont les soignants pourront être en lien avec les patients incarcérés, parce qu'ils seront dès lors indépendants dans leur relation avec eux. On sait aussi que le manque de personnel pénitentiaire qui a été mentionné induit une difficulté, par exemple, simplement pour l'accès à des consultations. Chaque mouvement d'un détenu, même à l'intérieur de la prison, mobilise un agent. Quand il n'y a pas assez d'agents, ce mouvement n'a pas lieu. Ou alors le médecin vient faire une consultation à travers le guichet sans même pouvoir examiner la personne. C'est très fréquent. On a aussi des injonctions à certains intervenants de soins en prison à aller très très vite avec
avec les personnes qu'il rencontre. Et donc, c'était encore mentionné hier soir dans un débat qui avait lieu autour de la question des drogues et de la prison, le fait qu'en fait, les consultations sont souvent extrêmement courtes. Et donc, en fait, les gens reviennent parce qu'ils n'ont pas reçu l'attention ou l'écoute ou les soins dont ils avaient réellement besoin. Et donc, ça veut dire qu'alors, on est dans un engrenage où les gens ont plusieurs très courtes consultations qui ne satisfont pas leurs besoins, plutôt que d'avoir un temps un peu plus long, et puis c'est réglé pour plus longtemps. J'avais autre chose à dire en lien avec ça. Oui, je me rappelais d'une conversation avec des femmes que j'avais rencontrées à Berkendal avant leur déménagement vers Arun, qui nous avaient dit que de manière tout à fait récurrente, quelle que soit leur doléance en matière de santé, on leur filait du Dafalgan, quoi. Et donc, il y avait vraiment un problème là de reconnaissance de la capacité de la personne à identifier son besoin. On leur donnait du Dafalgan pour tout. C'est aussi décrédibiliser l'expérience de la personne qui vient avec une demande de soins. Peut-être je peux aussi parler une minute de la question de l'hépatite C. Parce que c'est une maladie qui est extrêmement prévalente parmi la population détenue. Donc il y a, je pense, 7 fois plus de personnes en prison qu'à l'extérieur qui souffrent de l'hépatite C. Et la Belgique s'est engagée à l'horizon 2030 à éradiquer cette maladie. Pour l'instant, en prison, la prise en charge est extrêmement lacunaire. Et donc j'ai aussi appris récemment que... Par exemple, il pouvait y avoir des injonctions à ne faire le premier test de dépistage qu'après 3 mois où la personne était là. Ou encore, il faut que qu'on soit assuré que la personne reste au moins 3 mois dans la prison pour qu'elle ait accès au traitement pour l'hépatite C. Ce traitement est extrêmement coûteux, puisque c'est en prison, le coût en incombe au SPF Justice et n'est pas remboursé par l'INAMI. Donc, le SPF Justice n'a pas beaucoup d'incitants à mettre en place un dépistage et un traitement généralisé des détenus, ce qui pourtant est une des seules façons de permettre d'arriver à l'objectif 2030 auquel la Belgique s'est engagée vis-à-vis de l'OMS, donc d'éradiquer le virus de l'hépatite C en Belgique. J'avais encore une chose à dire. Oui, par rapport à la santé en prison, moi ça me paraît vraiment fondamental aussi qu'on puisse avancer vers une approche de réduction des risques par rapport à des tas de maladies et notamment la consommation de drogue qui est extrêmement présente. Et enfin, oui, la question de l'internement, moi je suis d'accord avec des choses qui ont été dites. Beaucoup de personnes qui sont actuellement internées auraient davantage leur place dans un circuit de soins classique. D'autre part, j'ai eu l'occasion d'aller vendredi dernier à l'annexe psychiatrique à Saint-Gilles et le psychiatre en chef là-bas, M. Kalonji, m'expliquait qu'il y a plusieurs cas où en fait, les personnes qui sont présentes ne sont pas du tout avec des affections psychiatriques, mais souffrent d'une démence, par exemple. Et donc, à nouveau, c'est un psychiatre qui est appelé à s'occuper d'une personne qui a une maladie neurologique, ce qui n'est pas du tout normalement dans son champ de compétences. Donc, il y a vraiment énormément de choses à régler, mais je pense que le transfert de la compétence sera un énorme pas en avant. Merci beaucoup. Monsieur Lambois ? Moi, je veux partir d'abord d'une rencontre que j'ai eue il y a quelques années. C'est avec un monsieur que j'appellerai Édouard, que je rencontre en prison. Donc, il est mis en détention pour des faits de menaces et de harcèlement. On voit tout de suite qu'il y a un problème de santé mentale derrière. Il y a une expertise qui vient confirmer qu'il n'est pas en état il n'a pas la capacité d'avoir commis ou d'avoir conscience des actes qu'il a commis. Et donc, on est en 2019. En 2020, il rentre en prison en octobre 2019. En 2020, il y a une décision d'internement qui est prise. Et donc, il est à la prison de Jamiou et la chambre de protection sociale décide qu'il va être transféré à Tournai, au Marronnier. Sauf que rien ne se passe. Il n'y a pas d'évolution dans le dossier. On repasse en chambre de protection sociale plusieurs mois plus tard. Il n'y a toujours pas de place pour aller au Marronnier. On revient en 2021 et à ce moment-là, on sent bien que sa situation se dégrade. Et donc, la chambre de protection sociale décide d'envoyer une copie de sa décision au ministre de la Justice en insistant sur le fait que c'est vraiment fondamental qu'on puisse se transférer au plus vite. Et toujours rien ne se passe. Et donc, à ce moment-là, avec mon bureau, on a décidé
décidé d'attaquer l'État belge en justice dans cette situation-là. Donc il faut savoir que Édouard, l'année passée, quand on a eu la décision, il avait 71 ans. 71 ans, donc il est rentré en prison à 69 ans. Du fait de sa maladie psychiatrique, il n'avait pas conscience d'être malade, et donc il ne comprenait pas pourquoi il était en détention. Et suite à la décision, bon, heureusement, l'État belge n'est pas allé en appel, ils n'ont pas exécuté. Pour la petite histoire, on a dû envoyer l'huissier chez le ministre, et finalement, il a été transféré. Donc ça, c'est une situation, mais il y a 942 personnes qui sont actuellement internées et qui se retrouvent dans les prisons, alors qu'elles devraient être dans des endroits spécifiques de soins. Ça, c'est la situation des internés. Après, même pour un détenu lambda, je veux dire, j'ai eu un client qui avait une rage de dents. Il est tout seul à l'intérieur de sa cellule, tout seul avec son corps. Ces signaux-là, ils sont encore plus importants quand on est dans le contexte de la détention. Et là, on n'a rien pu faire pour lui. Il n'y avait pas de possibilité de dentiste. Et donc, il a dû attendre, je pense, pendant 2 semaines et demie avant que ça puisse être soigné. Ça, c'est une autre situation. Un troisième type de problématique, c'est une population qui est plus minoritaire, mais il y a aussi toute la question des femmes en détention, parce qu'il y en a moins que les hommes, mais il y en a aussi qui ont des besoins qui sont tout à fait spécifiques, que ce soit dans le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres domaines, et ça aussi, ça doit être rencontré. Donc, il y a toute une série d'acteurs dans les prisons qui ne rencontrent pas le système de soins de santé tel qu'il devrait être. Ça, c'est un constat. Alors, il y a la question des places dans les CPL. Donc, on veut créer des places pour les personnes en état de démence, et les personnes qui ont des problèmes psychiatriques. Je peux comprendre que ça prend du temps, mais il y a aussi la question des soins de santé. Donc, il y a un transfert qui est en cours du SPF Justice vers le SPF Santé par rapport aux soins qui seraient octroyés aux détenus. C'est une bonne chose, mais ça doit devenir un transfert qui est effectif. Pour le moment, je pense qu'on a prévu de transférer les budgets. On a prévu que les détenus soient à charge de l'assurance obligatoire, mais c'est quand même le SPF Justice qui continue à donner les soins. Et ça reste un problème. Il y a un problème d'accessibilité. Alors, c'est facile finalement de constater ces problématiques-là, mais alors qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? Et donc, j'ai pas la solution magique. Il faut qu'il y ait plus de personnel, évidemment. Il faut qu'il y ait les moyens. Mais nous, on a quand même une piste de solution et une expérience pilote qu'on aimerait bien mettre en place. C'est sur le modèle de la prison de Chandelon. Donc la prison de Chandelon, c'est une prison qui se trouve en Suisse. Alors, ils ont aussi des problèmes. Il y a un problème de surpopulation, mais ils ont un élément qui est extrêmement intéressant, c'est que la gestion de la santé, elle est gérée par un hôpital universitaire qui a une section à l'intérieur de la prison. Et donc, on a des infirmiers, on a des médecins, il y a des internes qui viennent se confronter à cette réalité-là et qui, à mon avis, d'après les retours qu'on a, sont déjà beaucoup plus sensibles finalement et arrivent plus à s'intégrer dans le milieu carcéral, parce que parfois on a du mal à recruter des médecins, des psychiatres pour venir dans les prisons, mais quand par leur formation les jeunes médecins passent déjà par là, ça les aide finalement à s'ancrer dans ce milieu. Et puis on se rend compte, parce qu'il y a la question du coût, mais qu'au final quand les détenus ont un accès plus facile aux soins de santé, ça permet de prendre le mal plus à la racine et donc d'éviter que les problèmes prennent de l'ampleur. Et au final, en termes de coûts, il y a moyen quand même d'avoir une balance à ce niveau-là. Et puis, dans les situations extrêmes, en Belgique, on a encore eu malheureusement plusieurs décès dans les prisons. On n'a pas su faire face parce qu'on n'avait pas de présence médicale à ce moment-là. Mais évidemment, c'est vraiment utile. Alors, on sait bien que c'est pas possible au niveau budgétaire. En tout cas, on a du mal à estimer le coût de cette mesure. Et donc, nous, notre objectif à l'heure actuelle, ce serait de pouvoir mettre en place un projet pilote dans une prison de taille moyenne pour pouvoir avancer et voir un peu comment ça peut se mettre en place, combien ça peut nous coûter, en espérant pouvoir le généraliser. Donc voilà, ça c'est une piste que je trouve vraiment intéressante et qui est vraiment concrète pour avancer sur la question de la santé dans les prisons. Merci beaucoup. Et pour clôturer, je donne la parole à Monsieur Awasti, puis après on ouvrira un temps d'échange avec la salle. Merci. Oui, mais je ne vais pas être très long parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je n'ai pas envie d'entrer dans la répétition. Mais donc, pour moi, le premier critère, je le disais tout à l'heure, c'est le principe de la normalisation. On sait que dès qu'on est derrière des murs, on parle de prison, on pourrait parler de centre fermé aussi, donc dès qu'on est derrière des murs, on n'a pas accès à toute une série de choses, et notamment la question des soins de santé.
Ça c'est vraiment la première chose. Deuxième chose, je suis désolé, je suis pas médecin, je vais peut-être dire une banalité ou faire un peu d'idéologie, mais je ne suis pas là pour séquencer les soins de santé. Les soins de santé pour les femmes, les soins de santé pour les transgenres en prison, les soins de santé pour les hommes, les soins de santé psychiatriques, Non, les soins de santé sont universels. Quand on est vous, moi, nous, ici, j'ai un problème de soins de santé, je vais dans un hôpital, je peux faire l'objet d'une prise en charge holistique, sur base effectivement de ce que je suis, de mes spécificités, de mes antécédents médicaux, je fais l'objet d'une prise en charge holistique. Et je pense que commencer à mener le débat en disant mais il faut peut-être faire une priorité pour ça, une priorité pour ça, une priorité pour ça, c'est perdre de vue le débat qu'il y a une seule exigence, c'est qu'on ait un accès universel aux soins en prison. Point. Et j'ai entendu les considérations budgétaires. Je suis désolé, pour moi, il n'y a pas de considération budgétaire. C'est 11 700 personnes. Si ces 11 700 personnes étaient en liberté, elles auraient accès aux soins de santé comme n'importe qui. Elles seraient prises en charge par la sécurité sociale. Il n'y a pas de considération budgétaire. Elles font partie du corps social. Point, c'est tout. Et donc, si on n'avait pas de détenus, ils seraient pris en charge par la sécu. Voilà, enfin, je veux dire... Et donc, il y a ce travail, effectivement, après... qui est important, de pouvoir assurer le transfert complet des soins de santé vers le SPF Sécurité Sociale. C'est un combat de plusieurs années. Il démarre, il est trop lent à mon goût, mais bon, il a démarré et j'espère qu'il va se poursuivre. Il y a effectivement, si on veut séquencer la question des soins de santé psychiatrique, et on sait, on a quoi ? On a, je pense, de mémoire, 4 établissements, Anvers, Gand, Peve et Wavre. Peve est dans un état... pas ceux qui ont été visités PEV, mais c'est dans un état, et en plus on pense à le détruire, on réfléchit même à mettre des gens à Verviers, qui étaient à Verviers, qui devaient être reconstruites, qui n'a jamais été reconstruite, en s'interrogeant sur savoir ce que va devenir Lantin et sa tour qui est en train de s'effondrer sur elle-même. Il y a Wavre, il y a Anvers et il y a Gand. Moi, quand j'ai été, soi-disant, visiter l'aile psychiatrique de Saint-Gilles, j'avais l'impression de regarder Vol au-dessus d'un nid de coucou avec des prisonniers qui tournaient en rond dans la cour de récréation et des gens qui, depuis leur tour, observaient des écrans pour se dire un peu, voilà, ça, c'est les soins de santé psychiatrique. On demande, on pose des questions, on a des médecins qui parfois passent, je me souviens, quand j'avais visité Berkendal, je fais pas de distinction avec un centre fermé, quand je vais en centre fermé, on dit un médecin, il passe, 1 heure par jour. Effectivement, donc 1 heure par jour pour faire le contrôle des entrants, assurer l'ensemble des consultations médicales, et on délègue, et je n'ai rien contre les corps infirmiers, mais on délègue à des infirmiers des charges finalement et des diagnostics médicaux. C'est pas normal. C'est pour ça que je dis, on doit avoir une seule ambition, c'est l'accès universel aux soins de santé dans les lieux de détention, qu'ils soient prison ou qu'ils soient centres fermés, pour faire en sorte que un droit qui est un droit constitutionnel, qui est la protection de la santé, soit assuré à des êtres humains. Enfin, c'est rien de plus, rien de ça. C'est des détenus peut-être, mais ça reste des êtres humains et ils ont droit à avoir accès au même titre que n'importe qui d'autre à leurs soins de santé. Voilà. Merci beaucoup, merci à toutes et tous pour la richesse de ces échanges. Maintenant, je propose d'ouvrir un temps pour les questions. Si parmi vous, voilà, je vais peut-être prendre 3 ou 4 questions et puis comme ça, vous pourrez répondre à la suite. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à demander ? Pardon ? Au MR. Il y a une question au MR. C'est un débat et je regrette que le maire ne soit pas là parce que nos interlocuteurs sont globalement souvent d'accord à quelques précisions près, mais je pense que peut-être que le maire aurait eu une vision très différente. Notamment, moi j'avais entendu qu'il y avait peut-être question de délocaliser nos prisons, de les expatrier et de privatiser les prisons pour pouvoir les augmenter. Donc... Je me demandais c'est juste... pas faute d'avoir essayé vraiment à multiples reprises par différents moyens que le MR vienne. Je pense que ça démontre aussi quand même un désintérêt sur cette question-là. Ou au contraire, voilà, une volonté de proposer une solution qui va... Donc j'espère que vous allez vous allier contre eux si jamais il y avait des projets comme de les envoyer à l'étranger. Et après, je pense que du coup, ils pourront réagir mais sur la question de la délocalisation et des partenariats privés-publics pour les prisons. C'est déjà quelque chose qui se fait de plus en plus en Belgique et qui, si on ne change pas le paradigme, ce qui a été dit aujourd'hui, va se renforcer de plus en plus. J'ai aussi une autre question. Où sont les représentants de partis flamands ?
qui représentent la majorité de ce pays. Qui ont les prisons les plus modernes. Donc c'est vrai que là c'est un débat qui est du coup surtout francophone. On a déjà eu des représentants de Groen et en fait on a un équivalent qui s'appelle De Mensenu qui lui organise aussi des débats du coup au niveau néerlandophone. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a peut-être une question? Juste sur les partis flamands, je peux juste dire que nous, on est un parti national, Oui, donc moi, je représente aussi le c'est parti vrai qu'il y a flamand. le PTB. Mais Oui. Mais je vous rejoins tout à fait sur le fait que ce genre de sujet, c'est des sujets nationaux et que ça ne doit pas, comme l'ensemble des compétences, on ne doit pas communautariser des sujets aussi importants et que ça doit être traité de manière nationale. Malheureusement, notre paysage politique est fait comme tel. Il faudra se battre pour refédéraliser et en tout cas avoir une approche nationale des problèmes les plus importants, les plus fondamentaux. Mais je vous rejoins tout à fait là-dessus. Mais Nabil, pour une fois que l'organisateur reçoit plus de questions que les orateurs, on aurait pu laisser dévier le tir. Parce que vous avez été très exhaustif, donc il n'y a rien à ajouter. Mais je peux juste... Non, c'est aussi sur la question des partis néerlandophones. Parce que donc, moi, je siège au sein d'un groupe commun avec Groen, ici à la Chambre des représentants. Ce que j'ai dit aujourd'hui peut ne pas représenter 100% de ce que pense Groen. Donc je ne veux pas les... Nous sommes par contre, contrairement à ce qui se passe au PTB-PVDA, nous sommes deux partis différents, donc notre programme électoral n'est pas 100% le même, même si on se rencontre énormément et que nous avons toujours des positions communes au sein du Parlement. Donc je pense être un peu plus férocement anticarcéral que certains de mes collègues, tant écolo que Groen par ailleurs, mais donc je ne veux pas engager sur tout ce que j'ai dit mon collègue, même si on travaille très très bien ensemble. Une explication sur le fait de privatiser les prisons et d'externaliser nos prisons. On va peut-être juste prendre 2 ou 3 questions comme ça pour avoir le temps pour tout le monde. Bonjour. Alors moi je représente une association de terrain et donc moi je suis assez agréablement surpris. Il y a beaucoup de bonnes idées que je découvre, d'autres que je connaissais un peu, qui nécessiteront peut-être beaucoup de moyens. Je ne sais pas très bien comment il peut y avoir un travail transversal entre tous les partis pour avoir le plus d'impact possible et pas chacun travailler avec ses priorités. Mais dans l'état actuel des choses, nous on travaille en prison et donc la réinsertion, on est vraiment empêché de le faire. Vous avez évoqué beaucoup de choses, mais il y a des choses très pratico-pratiques qui rendent ce travail presque impossible. Et donc je voulais voir, en dehors de tous ces chantiers et de ce travail politique qui est difficile pour trouver ce consensus, comment est-ce qu'on peut avancer sur des petites choses aussi au niveau politique. Par exemple, le fait de ne plus radier des personnes en prison. Il y a eu il y a une action qui existe et qui aujourd'hui nous facilite les choses vraiment pour aider les personnes parce qu'elles existent administrativement et on peut travailler sur leur plan de réinsertion. Mais par exemple, la remise en ordre de la carte d'identité est vraiment très difficile à opérationnaliser, n'est pas du tout une priorité. Alors il y a beaucoup de bonne volonté, c'est un peu au cas par cas, mais quand on a toutes les bonnes volontés qui sont réunies pour le faire avec la personne, on est empêché de le faire. Donc à un moment donné, comment est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être imposé d'une manière légale aussi? Quelqu'un qui sort de prison, donc j'imagine que les choses ne vont pas changer, ce changement de paradigme ne va pas changer tout de suite. Donc les prisons sont là, les places sont occupées. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes qui sortent sans rien, dans de mauvaises conditions et donc avec des dates qui ne sont pas prévues, et quand elle est prévue, c'est un fonds de peine, et donc sans rien. Donc comment est-ce qu'on peut faire? On sait qu'elles vont sortir, mais donc pour avoir des actions très concrètes, politiques, pour dire, non, en fait, elles ne peuvent pas sortir sans rien. Donc qu'on leur donne 1 mois, 2 mois, on sait qu'elles vont sortir, qu'on sache à quelle date, le comment, j'imagine qu'il y a plein de choses possibles, mais en tout cas que ce soit plus envisageable que quelqu'un sorte sans rien, avec des mois pour se remettre en ordre, pour avoir accès à un revenu dans un CPAS. Et puis peut-être aussi de ne pas rajouter, on parle beaucoup des peines alternatives en amont, mais aussi la surenchère de conditions quand on sort de prison, entre autres la surveillance électronique, qui peut être une solution pour beaucoup de choses. Mais quelqu'un qui sort de prison, qui a déjà énormément de choses à faire,
privilégier la surveillance électronique plutôt qu'une libération conditionnelle, mais nous on accompagne des personnes qui ne savent pas vivre en surveillance électronique, que ce soit en famille ou seul avec une allocation entretien détenu qui n'est pas un revenu, enfin on ne sait pas vivre avec ça. Voilà, donc j'évoque beaucoup de choses et il y a beaucoup de solutions, mais en tout cas voilà, de manière très pratique, comment est-ce qu'on peut avancer aussi sur des petites choses qui vont changer beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait une question devant. Oui, bonjour. Sarah Grandfils du Conseil central de surveillance pénitentiaire. Je rebondis. On parle des personnes, des conditions, des peines alternatives, de la sortie. J'aimerais bien connaître votre point de vue sur les maisons de transition et sur leur privatisation. C'est pour l'instant encore, je pense, une extension du filet pénal confiée au privé. On n'entend pas assez de choses, je trouve, dans le débat parlementaire sur la privatisation des maisons de transition. Alors certes, elles ne sont pas encore en grand nombre aujourd'hui. C'est une bonne idée dans l'absolu que d'aider les gens à faire cette transition, mais il ne faut pas que ça ait comme conséquence d'étendre le filet pénal. Pourquoi est-ce qu'on continue à privilégier ce modèle privatisé alors même que quand on voit le projet, j'ai envie de dire le projet un peu pédagogique des maisons de détention, il est quand même largement calqué sur celui des maisons de transition. Et puis, on n'a pas, nous, la compétence d'aller contrôler la façon dont les choses se passent. Pour l'instant, le précédent ministre ne nous la reconnaissait pas, cette compétence. L'actuel, on ne sait pas encore comment il va se positionner, mais tout nous laisse penser que c'est de la continuité qui va s'installer. Il y a un mécanisme national de prévention qui verra le jour. Mais voilà, je voulais avoir votre point de vue à ce sujet-là. Une autre réflexion, c'est quand nous entendez-vous bref, quand est-ce que vous nous invitez à une des séances de la Commission de la Justice présenter notre rapport 2022 ? On attend que vous nous invitiez. On sait que vous avez un agenda assez chargé, mais on va de nouveau se retrouver à vous présenter en 2024 les constats qu'on a fait en 2022. Alors c'est vrai que le monde carcéral est assez inerte, donc les constats se perpétuent, mais malgré tout, vous vous étiez engagé à nous recevoir un peu plus tôt dans l'année. C'est pas encore le cas. Et alors deux autres réflexions. Il y a une mesure qui est passée un peu sous silence, je trouve. C'est on a abandonné la libération anticipée 6 mois avant la fin de la peine, alors que c'était une mesure qui avait été prise pendant le Covid, qu'elle avait eu pour effet, en partie en tout cas, de vider les prisons. Cette mesure avait été prolongée pour raison de surpopulation, sauf erreur de ma part, et les chiffres que vous avez cités aujourd'hui sont inférieurs à la réalité. On est à plus de 11 800, on approche les 12 000. Pourquoi est-ce qu'elle a été interrompue, arrêtée à partir du 31 août de cette année, alors que la surpopulation continue toujours à augmenter. Et alors, j'ai vu quelque chose dans la note de politique générale du nouveau ministre de la Justice qui m'inquiète, c'est la remise à l'agenda de la comparution immédiate. Je ne sais pas si vous écoutez ce qui se passe en France, mais ce type de mesure est épinglé par la recherche et par notre homologue, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, comme une des causes de la surpopulation. La conséquence de ces comparutions immédiates, c'est qu'on retourne au tout à la prison. Donc, à la fois travailler sur la réforme du code pénal pour faire en sorte que la prison soit un ultimum médium effectif et relancer le projet de comparution immédiate, ça me semble un peu contradictoire. Donc voilà, je voulais avoir votre point de vue à ce sujet-là. Merci. Merci beaucoup. On peut prendre une dernière question si elle est très très courte. Ce sera plus simple pour répondre, voilà. Du coup. Donc je vous propose d'être très concis. Si un autre parlementaire a dit la même chose que vous avez envie de dire, n'hésitez pas à dire que vous êtes d'accord avec, parce que sinon vous n'aurez pas de sandwich et voilà. Ah, c'est moi qui dois commencer. J'ai entendu le vase ouvert. J'étais encore en train d'organiser mes notes.
comment dire, sur la question des moyens, je vais commencer par là, peut-être que ça va mettre le chemin pour le reste. Quand on dit qu'il faut des moyens pour mettre en place, en tout cas, la vision qui a été développée ici, je pense que c'est clair qu'il y a un accord sur le fait qu'il faut changer de paradigme et que notre politique carcérale aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Et je pense que s'il y a des absences autour de la table aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir cette réalité-là. Et moi, je ne le vois pas comme un coût, en fait, de mettre ça en place. Oui, c'est clair qu'il y aura des investissements à faire, mais c'est un investissement social parce que c'est un gain pour l'avenir. Quand par exemple, on investit dans des établissements qui sont adaptés pour avoir une vraie politique de réinsertion après dans la société, c'est d'autres coûts qu'on ne va pas faire que par exemple comme les CPAS, comme tous les comment dire les aspects sociaux qui vont suivre par après. En fait, si on a une réinsertion, les gens vont se remettre dans le chemin professionnel, ils vont avoir un travail, ils vont avoir une indépendance financière et ainsi de suite. C'est un gain en fait financier. Donc moi je le vois plus comme un investissement plutôt que comme un coût. Et je pense que ça nous coûterait beaucoup plus cher de ne pas faire ce changement de paradigme aujourd'hui et qu'on le paiera, que ce soit par une plus grande criminalité qui demande aussi, plus il y a de criminalité, plus on met des moyens dans une politique sécuritaire, répressive et ainsi de suite, ça a aussi un coût. Et je pense que ce coût-là est largement supérieur que dans un investissement pour avoir un système de réinsertion et une politique carcérale réparatrice et pas punitive. C'est aussi l'approche carcérale doit changer. Et sur la question des maisons de transition et le côté privé en fait, de ces maisons de transition, je pense que le système carcéral de A à Z doit être public et doit avoir un suivi public parce que c'est un service public qui est là pour garantir le suivi et comme j'ai dit, d'empêcher une récidive et aussi garantir une réinsertion le mieux possible. Et les maisons de transition, oui, c'est un bon moyen, mais le fait que ça soit privé, moi je ne comprends pas la logique, parce qu'un secteur privé, c'est pour, il est là pour des raisons de rentabilité. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir une logique de rentabilité dans un service comme les maisons de transition ou ainsi de suite. Donc, ça doit être un service public garanti avec une politique claire et une politique qui a comme objectif une réinsertion dans la société et une diminution en fait, de la population carcérale. Ça doit être notre premier objectif. L'objectif, c'est d'avoir le moins de détenus possible dans la société. Du coup, quelle politique on met en place là-dessus Si je peux me permettre, je trouve que l'idée de faire 2 points est très intéressante. Et du coup, alors peut-être que les autres, vous choisissez 2 autres points. Voilà. Il me semble que M. Awasti, vous deviez partir assez rapidement. Du coup, voilà. Du coup, je vous propose de vous donner la parole. Vous pouvez dire au revoir ou compléter. Deux choses. Peut-être si je fais sur les maisons de transition, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, depuis, je pense, ce gouvernement, il n'y a pas de nouvelle maison de transition privatisée qui a vu le jour. Oui, mais qui était lancée avant. Et donc, il y a un accord clair et formel, c'est pas de maison de transition privatisée. Donc la détention, c'est une compétence régalienne et ça doit rester la compétence du public. Et par ailleurs, il y a toute la question aussi de savoir quelle loi s'applique aux maisons de transition. Est-ce que c'est la loi sur le statut juridique interne ou le statut juridique externe des détenus qui s'applique à ces maisons de transition? À ce stade, les droits des détenus dans les maisons de transition, bien qu'ils soient détenus et en transition, sont inférieurs aux droits des détenus en prison naturelle, alors même qu'ils sont encore incarcérés. Donc il y a un vrai problème et il y a des discussions aussi là-dessus, parce que je pense qu'il faut pouvoir régler ça. 3, sur la question de la capacité qu'a le CCSP à pouvoir visiter, il y a eu des jurisprudences. Il y a eu la jurisprudence Gaines, puis il y a eu la jurisprudence Van Quickenborn, et je pense que nous n'avons pas été d'accord avec la jurisprudence Van Quickenborn, et nous considérons effectivement qu'il n'y a pas de raison, sous prétexte que c'est la loi de 2006 et pas de 2005 qui s'applique aux maisons de transition, que le CCSP ne soit pas compétent. Le deuxième point, je suis désolé, c'est un peu technique, c'est sur la libération anticipée. Effectivement, vous avez raison. Il y a aussi des discussions, parce qu'aujourd'hui, en fait, la loi du 30 juillet 22
comme vous l'avez indiqué, prévoyait dans son article, en fait, jusqu'au 31 août 2023, et la faculté, on avait laissé cette porte ouverte, pour le gouvernement de prolonger cette mesure jusqu'au 31 décembre 2024. Ça, c'était ce qui était prévu dans le texte. Il s'avère que le 14 septembre dernier, vous ne l'ignorez pas, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui est intervenu et qui annule le paragraphe 2, en fait, de la disposition, et donc qui ouvre le champ des possibles sur la possibilité qu'a le directeur de prison pour pouvoir opérer et offrir, et permettre ces libérations conditionnelles en réalité sans restriction des qualités de détenus, puisque c'était ça que prévoyait le paragraphe 2 et qu'a annulé la Cour constitutionnelle. Et donc voilà, je vous dis qu'on est dans une discussion aussi, puisque je pense que c'est une bonne mesure, qu'il faut pouvoir par arrêté la prendre jusqu'au 31 décembre 2024 pour pouvoir libérer les choses, d'autant plus que je le disais tout à l'heure, avec l'exécution des courtes peines, on va avoir quelque chose qui au 1er janvier sera une hausse encore, une surhausse de cette surpopulation carcérale. Et je pense qu'il y a des discussions sur comment est-ce que ce paragraphe 2 qui a été annulé et les exceptions qui peuvent ou pas en bénéficier, et qu'il y a une espèce de lien à faire entre cet arrêt de la Cour constitutionnelle et cette prolongation. Je ne vais pas aller plus loin dans les discussions, mais c'est une vraie discussion et c'est un vrai enjeu. Voilà. Et je suis désolé, mais j'ai un rendez-vous à déjà 2h moins quart au Parlement. Et merci à toutes et tous. Et vraiment, je suis désolé. Mais je reste disponible. Si n'importe qui a des questions par mail ou par téléphone, je répondrai à toutes les questions de toutes celles et ceux qui le souhaitent. Mais je dois vraiment filer. Merci. Ben oui, si je peux réagir très rapidement sur 2 points qui ont été évoqués et qui ont trait à la problématique de la privatisation, parce que c'est des dossiers que j'ai suivis de près pendant très longtemps. La maison de transition. Je me suis rendue à la maison de transition d'Enghien lorsqu'elle fournissait un formidable travail, et les personnes qui étaient dans cette maison de transition me disaient « On est très heureux d'être ici parce qu'on a une perspective d'avenir, parce qu'on suit une formation à l'extérieur et on sait qu'on va pouvoir bien se réinsérer ». Du jour au lendemain, cette maison de transition a dû fermer parce que finalement, elle était en concurrence avec d'autres partenaires, des concurrents, et en l'occurrence le privé. Donc c'est G4S, spécialisé dans la surveillance, qui a été appelé à prendre en charge cette maison de transition, alors qu'il faut travailler, il me semble, plutôt avec une ASBL qui soit beaucoup plus experte dans la prise en charge des personnes que plutôt qu'un partenaire privé qui ne s'occupe que de la surveillance. Donc j'ai vraiment eu à cœur de les défendre. Finalement, cette maison de transition a pu réouvrir, mais on est vraiment passé à côté de toute une série de suivis qui étaient extrêmement cruciaux. Et à côté de ça, les partenariats publics-privés. Mon parti s'est battu pendant des années pour pouvoir obtenir un audit de la Cour des comptes, pour pouvoir objectiver ce que ça coûte à l'État et le retour sur investissement par rapport à la réinsertion. L'audit de la Cour des comptes a fini des années plus tard par aboutir, il est accablant, et donc j'espère vraiment que quelle que soit notre couleur politique, on va pouvoir se saisir de ce rapport pour oser à un moment donné remettre en cause ces partenariats publics-privés. Claire, oui. Donc, sur libération anticipée, j'étais d'accord avec Madame Grand-Fils et avec Khalil Awassi. Ça a bien fonctionné pendant le Covid, il n'y a pas eu plus de problèmes que si ça n'était pas là. Donc, effectivement, je suis en faveur que ça continue. Sur la privatisation, j'avais noté fonction régalienne, c'est pas au privé de le faire. Donc, ça a été dit. Sur les maisons de transition, plus largement, sur l'idée que ça élargit le filet pénal. En fait, je pense qu'on pourrait dire ça de tas de choses. On peut dire ça des peines alternatives à la prison, on peut dire ça des chambres de traitement de la toxicomanie. Des gens vont, par ce biais qui semble plus doux, finalement être pris dans le filet de la justice, alors que peut-être d'autres solutions leur auraient été proposées dans un autre cas. Donc, moi, je suis favorable au modèle. Dans un contexte où ça ne fait pas une extension, si ça remplace des places de prison, oui. Si ça s'y ajoute, non. C'est plutôt ça ma réponse. Mais donc sur le principe, on est d'accord. Sur les moyens et la facilitation à la sortie, donc les moyens, c'est des chiffres qui sont très connus. Hein. Une personne en prison par jour en Belgique, ça coûte, je pense, 140 €. Voilà, 150, 160. On est dans cette fourchette. On fait ça fois 12 000, fois 365. On se rend compte quand même de ce que ça représente. S'il y a moins de gens en prison, ces moyens peuvent être utilisés à bien meilleur escient.
Et par rapport à des petites choses qu'on pourrait faire, c'est difficile parce qu'on a envie de faire des grandes choses. Moi, j'aimerais bien dire le maintien de tous les droits de sécurité sociale, le fait que les gens travaillent en prison, que tout le monde puisse avoir plus d'accès à l'extérieur et préparer davantage. Les démarches de préparation à la sortie que vous mentionnez, je pense qu'actuellement, elles reposent énormément sur la société civile en réalité, parce qu'il y a une forme les organisations de la société civile viennent pallier ce que en fait, les autorités publiques devraient faire et ne font pas vraiment. Donc c'est pas quelque chose... À la fois, c'est un travail incroyable et donc je le salue de tout cœur, mais c'est pas idéal parce que ça épuise aussi tout le monde. Donc l'idée de prévisibilité et le fait que la personne soit au courant de la date à laquelle elle va sortir, ça semble... Personne ne comprend quand on dit que le type se lève le matin et puis on lui dit tu sors aujourd'hui, c'est incroyable et c'est ce qui se passe. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui, je pense, ne serait pas très difficile à mettre en œuvre et qui permet à la personne de s'organiser. Aussi une idée que j'avais entendue quand on était à Andenne à la prison et qui s'est retrouvée, j'ai vu, je crois, dans les recommandations d'Iker, c'est de prévoir un petit pack que les personnes qui sortent peuvent recevoir, où il y a, je ne sais pas, des tickets de transport en commun, des choses dont ils auront besoin immédiatement et qui n'ont pas encore pu se procurer. Ça, c'est une solution qui peut répondre à ce que vous mentionnez de petites choses, mais qui peuvent changer en pratique quand même beaucoup pour les quelques jours ou les quelques semaines qui suivent la sortie. Voilà. Brièvement, il y a beaucoup de choses que je rejoins dans ce qui a été dit. Effectivement, il y a l'accompagnement par les maisons de transition qu'on peut saluer. Et je rejoins aussi la volonté que ça reste public. Au niveau de la remise en ordre des cartes d'identité, ça c'est une question très précise et sur laquelle je pense qu'il faut qu'il y ait une évolution au niveau législatif. Et c'est vrai que c'est un élément important. Je pense qu'on mette en place vraiment un trajet de détention qui permette de se préparer à la fois en sachant la date de la sortie, bon ça c'est simple, mais aussi en sachant qu'est-ce qu'on doit faire comme démarche, comment est-ce qu'on peut les mettre en place, à quel moment, quand est-ce qu'on sort pour telle démarche, afin qu'on ne se retrouve pas dans la situation qui est bien souvent celle d'aujourd'hui, où on reçoit un ticket de bus à la sortie de la prison et puis c'est tout. Et moi j'ai déjà eu des gens qui récidivaient dans les 5 jours, quoi. Donc ça c'est une réalité. Et alors dernier point sur lequel je voulais revenir par rapport au contrôle des maisons de transition, mais ça pose aussi la question d'autres lieux de détention qui manquent à l'heure actuelle de contrôle. Je pense aux cellules dans les aéroports. Moi je suis de Charleroi, à l'affaire Chevanec, ben voilà, c'est quelque chose qui existe aussi. Dans les commissariats, on ne se rend pas toujours compte, mais aussi dans les tribunaux, il y a des petites cellules comme ça où les gens attendent toute la journée parfois de pouvoir passer. Et ça, c'est des endroits où il faudrait aussi qu'il y ait un contrôle qui puisse s'exercer. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. En tout cas, un grand merci pour l'invitation, de m'avoir reçu et pour les questions. Et je suis aussi disponible, évidemment, par la suite, il y en a encore. Merci à vous tous. Merci pour toutes ces questions, pour toutes ces interventions. Je pense on peut dire qu'il y a beaucoup d'enjeux actuellement, qu'on va quand même avoir des élections en juin prochain. Et donc on espère pouvoir changer de ce paradigme, pouvoir répondre des questions dans le carcéral, réduire le carcéral et pouvoir permettre cette réinsertion et finalement répondre à tous les problèmes qu'on a pointés aujourd'hui. Merci. Il y a le mémorandum d'Iker qui est disponible ici et vous avez aussi un document qui a été réalisé dans le cadre des Journées nationales de la prison où on est parti de la loi de principe et on a décidé de s'extraire un peu de ces dispositions théoriques et de voir en fait comment dans la réalité de la prison elles s'appliquaient. C'est consternant, mais je vous invite à le lire, c'est par contre très intéressant.